Là, ce qui nous laisse du temps, mais autant commencer à l'heure. Bien, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, d'abord, permettez-moi de vous souhaiter un bon anniversaire, puisque je crois qu'aujourd'hui, c'est votre anniversaire, que vous venez fêter auprès des chefs d'entreprise, et nous vous en remercions. J'ai 30 ans. Alors, je suis très heureux de pouvoir vous accueillir et commencer cette table ronde avec vous, car le sujet est au cœur des problématiques de l'entrepreneur et de la croissance de nos PME. Tomber et se relever est un vaste sujet. Comment accepter l'échec dans notre société? Comment accepter le risque de l'échec? Comment se relever après être tombé? Comment faire d'un échec un atout stratégique? C'est un sujet crucial, particulièrement en période de crise, lorsque la crise provoque la chute de nos entreprises. Mais au-delà, vivre l'échec et se relever sont une expérience qui interroge tout individu et toute société humaine. Nous aurons d'ailleurs l'occasion d'en parler avec l'ensemble de nos intervenants sur nos sociétés, nos économies. Roberto Lavagna, ancien ministre de l'économie d'Argentine, Nicolas Boudanis, historien grec et auteur de Faillite grecque, une fatalité, Sylvain Forestier, président de la Société de la Maison Bleue, Philippe Erlin, chercheur en finance, auteur de Repenser l'économie, France, la faillite, la révolution du Bitcoin et des monnaies complémentaires, Dominique Loiseau, PDG du groupe Bernard Loiseau, Catherine Rambaud, avocate, ancienne présidente d'Olympia, et Philippe Rambaud, président de 60 000 rebonds. Mais peut-être pour introduire cette table ronde, je voudrais rester un peu sur l'humain et le chef d'entreprise. Aujourd'hui, l'entrepreneur, le chef d'entreprise, il doit répondre à 6 points clés dans sa vie professionnelle. 6 points clés, et il prend le risque de perdre 6 choses importantes qui lui sont... 6 choses importantes. Il est prêt à perdre du temps. Un chef d'entreprise est prêt à perdre du temps. Incuber un projet, lancer son entreprise, ça prend du temps. Il est prêt à perdre de l'argent. Généralement, le chef d'entreprise ne se rémunère pas. Le chef d'entreprise, dans les débuts de son activité, il investit une partie de son capital et ses biens, et il accepte de perdre de l'argent. Le chef d'entreprise accepte de perdre la santé. C'est extrêmement stressant et le stress au travail pour le chef d'entreprise est quelque chose qui doit être pris en compte. Il accepte aussi de perdre sa vie de famille. Il n'est pas rare qu'un chef d'entreprise se confie plus souvent à son comptable ou à son associé qu'à sa femme. Donc il prend ce risque-là. Il prend le risque de perdre sa fierté. S'il échoue, c'est extrêmement difficile pour lui parce que ce sont des erreurs qu'il aura commises et il le vivra en tant que tel. Et enfin, il est prêt à perdre sa réputation. Il est prêt à perdre sa réputation parce que quand il a entrepris, il a entouré, il a emmené avec lui son entourage, ses proches et ses amis. Sur ces 6 critères-là, c'est ce que font nos amis canadiens pour sélectionner les pur sang entrepreneurs. Et donc, de demander à un entrepreneur de ne pas prendre de risques, c'est un peu si on demandait à un rugbyman de refuser de se faire plaquer. Ce n'est pas sensé. Et donc, je pense que apprendre à rebondir est bien évidemment quelque chose d'extrêmement important. Entreprendre, vous savez, c'est un peu une souris qui est dans son labyrinthe et qui se cogne le museau pour pouvoir avancer et trouver, on va dire, la voie du succès. Pour cela, l'entrepreneur doit se blinder. Si on reprend quelques chiffres, 600 000 entreprises se créent chaque année et il y a 2/3 de ces entreprises qui vivent normalement, certaines vont au succès, mais ça fait à peu près 150 000 entrepreneurs qui sont sur le carreau chaque année et qu'il faut véritablement aider parce qu'ils ont le virus de l'entreprise. Si on regarde ce qui se passe en Allemagne, c'est à peu près le même phénomène, on aime bien se comparer avec l'Allemagne, et donc ce phénomène est à peu près généralisé. Ce qui est dur en France, dans notre pays, c'est que l'échec est souvent une cicatrice stigmatisante, alors qu'il pourrait être considéré comme une médaille, comme dans beaucoup de pays, parce que c'est une preuve de la difficulté et de l'épreuve initiatique qu'a eu l'entrepreneur. Parce que c'est une épreuve terrible, l'échec. Pour pouvoir rebondir, l'échec, c'est un échec professionnel qui, évidemment, est pénalisant. C'est un échec personnel qu'il faut assumer et c'est également une épreuve financière.
Vous savez, les entrepreneurs, avant de rebondir, si jamais ils ont subi un échec, ils sont soumis un peu au banc de la famille. Il suffit de regarder un petit peu dans la façon les médias les traitent. Quand vous regardez les magazines économiques, il y a les tops, les flops, en hausse, en panne. On aime bien stigmatiser un peu nos chefs d'entreprise. Donc là, il joue sa réputation, mais souvent, quand le chef d'entreprise a failli, c'est bien évidemment beaucoup plus dur dans notre pays parce qu'il est stigmatisé. C'est difficile aussi parce que les financeurs qui sont derrière ne vont pas lui reprêter d'argent. Vous avez beaucoup œuvré, Madame la Ministre, pour supprimer le code 040 et on vous en remercie. C'est un élément important. Alors j'ai quelques craintes parce que ce matin je lisais dans un journal que Facebook permettait aux banquiers de faire du scoring pour l'octroi de crédit. J'espère que nos chefs d'entreprise et nos entrepreneurs vont faire attention à ce qu'ils mettent sur leur compte Facebook car ça peut leur porter préjudice. Mais donc, on a des plafonds de verre à briser pour bien évidemment faire en sorte que nos entrepreneurs ne soient pas pénalisés s'ils souhaitent rebondir. Et enfin, le système de sanctions que nous avons à l'égard de l'entrepreneur qui a failli permet relativement peu au rebond. Et là, il va falloir que l'on y travaille. Les sociétés japonaises et américaines considèrent même que pour réussir, il faut avoir échoué. Je livrerai une petite anecdote. J'ai rencontré dans un forum étudiant Jean-Marie Messier qui disait « Après l'échec de Vivendi, le seul moyen pour moi de pouvoir rebondir était de partir aux États-Unis. Car mon échec a été pris en considération et m'a donné les moyens de rebondir. » L'échec apprend à relativiser, l'échec apprend à rebondir, à mûrir et à prioriser. Je pense qu'il faut mettre en place une politique de rebond forte, car l'entrepreneur redevient rarement salarié. 2/3 des entrepreneurs qui ont failli et qui sont dans cette situation d'échec souhaitent redevenir entrepreneurs. Et il faut bien évidemment les y aider. Je voudrais juste saluer une initiative du MEDEF Charente qui a mis en place tout un réseau pour aider les entrepreneurs en difficulté et qui sont sur une situation d'échec pour non seulement rebondir par des concours financiers spécifiques et en mettant en œuvre toute une stratégie locale pour les y aider. Il faut donc faire changer les modalités et mettre en place des outils nécessaires. Il y a un entrepreneur qui est là, qui s'appelle Stéphane Aoun, qui va dédicacer un livre cet après-midi, faire une conférence sur le désir entrepreneurial en 3D. Lui, il parle de discipline, désir et détermination. Mais malheureusement, souvent pour un entrepreneur, l'aventure peut se résoudre en divorce, dépression et dépôt de bilan. Et donc, il faut mettre tout en œuvre pour aider ces entrepreneurs à se sortir de cette situation. Alors, je vais arrêter là. Organisation patronale, nous avons été interrogés récemment sur la pénibilité au travail. Alors, je vous poserai 2 questions, Madame le Ministre, qu'on répondra tout à l'heure. Le premier point, c'est comment allez-vous mesurer la pénibilité du travail du chef d'entreprise? Et le second point, est-ce admissible en France de tomber sans se relever? Je vous remercie. Merci. Alors, on va voir la réponse de Fleur Pellerin tout de suite. Est-ce que vous êtes interpellé? Alors, oui, je suis interpellée par la première question, qui est un peu une boutade, mais pas tant que ça finalement. Et d'autant plus interpellée par cette question que j'ai vu mon père créer son entreprise, une PME, qui distribuait du matériel de recherche médicale très pointu, à un moment en 1987 où c'était la crise. Et donc je comprends très bien cette notion de risque qu'on prend. Ma mère ne travaillait pas, donc c'était mon père qui portait financièrement l'ensemble de la famille. Donc je l'ai vu prendre ce risque sur son patrimoine, sur ne pas se payer pendant les premières années d'activité de son entreprise, être créateur d'une entreprise à un moment où le cycle économique n'était pas favorable, donc rentrer extrêmement stressé après des discussions non fructueuses avec des banques pour obtenir des crédits et financer son développement. Donc tout ça, moi, je l'entends très bien. Et c'est vrai que parfois, on me dit sur Twitter ou sur les réseaux sociaux, elle n'y connaît rien, celle-là, l'entreprise. Bah si, je l'ai vécu et je l'ai vécu dans ma chair. Donc je comprends très bien ce que peut être la pénibilité, le stress, le risque, la chair, le risque qu'on comprend dans sa chair, dans sa fierté, sur son patrimoine, c'est important aussi. Et j'entends tout à fait ces préoccupations. Et c'est pour ça que moi j'ai beaucoup travaillé, Thibault le sait,
Philippe aussi, on a travaillé ensemble sur les assises de l'entrepreneuriat, à la fois à la reconnaissance du rôle social de l'entrepreneur, du créateur d'entreprise. Et j'ai lu il y a très peu de temps un sondage réalisé par la Commission européenne qui me montrait qu'on va quand même progressivement dans le bon sens, c'est-à-dire que la plupart de nos concitoyens aujourd'hui reconnaissent, je crois qu'ils sont 80% à reconnaître que l'entrepreneur crée de la valeur, crée des emplois, crée des produits et des services qui font du bien ou qui rendent un service utile à la société et à la population. Et donc je crois que l'image de l'entrepreneur, même si peu d'entrepreneurs figurent encore dans les classements des personnalités les plus populaires aux côtés de Yannick Noah et d'autres personnalités plutôt showbiz ou sport, même s'il y a encore peu d'entrepreneurs qui figurent dans ces classements, je pense que la société est quand même en train de se réconcilier avec ces entrepreneurs et je souhaite, en tout cas pour ma part, contribuer à ce changement de mentalité qui me paraît extrêmement important pour les raisons que vous évoquiez tout à l'heure, parce que l'aspect culturel, nos représentations psychosociales, je pense, sont très importantes pour développer dans notre pays la culture du risque et l'acceptation de l'échec utile. Alors ça, c'est aussi une notion, et c'est vraiment le sujet d'aujourd'hui, peut-on tomber sans se relever? Est-ce admissible? Non, je crois que ce n'est pas admissible. Moi, je partage complètement l'analyse, c'est-à-dire qu'on est dans une société aujourd'hui, mais c'est lié, je pense, au système éducatif, à notre culture, qui n'accepte pas l'échec, que ce soit à l'école, les mauvaises notes, que ce soit les diplômes, que ce soit dans la vie professionnelle ensuite. C'est vrai que c'est difficile de tomber et de se relever facilement après. Moi, j'avais été très frappée, et c'est pour ça que j'avais voulu qu'on en fasse un sujet dans les assises de l'entrepreneuriat l'année dernière, l'été, en lisant The Economist pendant mes vacances. Un classement qui avait été établi par la Commission européenne des pays en fonction du temps que met un entrepreneur après un échec, après une faillite, pour se relever, pour solder toutes ces procédures, pouvoir à nouveau avoir accès au crédit, etc. Et la France, alors bon, ce sont des sondages qui sont pas forcément extrêmement précis et fiables, parce que ça repose aussi sur des éléments qualitatifs, mais en tout cas en France, un entrepreneur pour se relever mettait 9 ans, solder toutes ces procédures administratives et judiciaires, avoir à nouveau accès au crédit, pouvoir à nouveau créer une entreprise. 9 ans, c'est une éternité. Et au Danemark, c'était 1 an, par exemple. Il y avait des pays où c'était moins, dans les pays scandinaves, c'était moins d'1 an. Et donc, j'avais été extrêmement frappée par cette enquête quantitative. Je m'étais dit, il y a quand même un problème dans notre pays. C'est pas possible qu'après un échec, on mette autant de temps. Non frauduleux, parce qu'il y a des cas dans lesquels, évidemment, il y a des sanctions judiciaires qui peuvent être justifiées, mais il y a des cas dans lesquels on a subi un cycle économique non favorable, on a perdu une grosse commande ou un gros donneur d'ordre. Donc, j'ai vraiment souhaité qu'on travaille sur cette notion d'échec utile et de rebond. Alors, ça a pris la forme, effectivement, dans les assises de l'entrepreneuriat d'un grand combat, parce que ce n'était pas gagné d'avance, je peux vous l'assurer, pour supprimer cette notation de l'indicateur dirigeant 0,40, qui, pendant 3 ans, colle un peu à la peau de l'entrepreneur qui a été en faillite ou qui a subi une liquidation judiciaire, et qui fait que les banquiers peuvent être réticents à allouer un nouveau crédit pendant les 3 années suivant cette liquidation ou ce redressement judiciaire. Donc cet indicateur va être supprimé très prochainement. Le ministre de l'économie et des finances a signé ou est en train de signer ou va signer très prochainement le décret qui va permettre la suppression de cette notation. Et les 140 000 chefs d'entreprise concernés vont bientôt recevoir une lettre de la Banque de France leur indiquant qu'ils ne sont plus marqués au sceau de l'infamie de cet indicateur 0,40 et qu'ils vont pouvoir à nouveau, sans biais, pouvoir demander un nouveau crédit à une banque pour recréer une activité. Donc ça, c'est un combat qui me paraissait vraiment important, même symboliquement, je pense que c'est important. On voit beaucoup aux États-Unis, je vais m'arrêter parce que je suis beaucoup trop long, mais on voit beaucoup aux États-Unis, et ça illustre un peu ce que vous disiez Thibault, des conférences sur l'échec, les FailCon. Il nous en faut aussi en France. Je crois qu'il faut faire cette pédagogie de l'échec utile. Aux États-Unis, c'est vrai, les banquiers, les financeurs considèrent qu'un premier échec, ou plusieurs premiers échecs dans la tentative de créer des entreprises, c'est un signe c'est un paramètre qui garantira une meilleure pérennité à l'entreprise que vous allez créer par la suite, parce que vous avez déjà une expérience dont vous avez appris et que vous n'allez pas reproduire un certain nombre d'erreurs. Donc je pense qu'il faut vraiment que nous travaillions, c'est ce à quoi nous nous attachons aussi dans mon ministère et pour diffuser cette culture de l'entrepreneuriat, à populariser cette notion d'échec utile, à faire en sorte que nos enfants, nos jeunes, ça s'acquiert très tôt je crois, aient moins peur de la sanction, de l'échec, puissent en avoir une fierté, puissent apprendre, puissent en faire la pédagogie, l'expliquer et en être fiers. Voilà.
Donc, vaste programme, et on pourra en rediscuter, je ne peux pas mobiliser la parole. Absolument. De toute façon, le débat est lancé. Thibault Langsade, que je remercie, reviendra dans le débat tout à l'heure, est parti tellement vite que je n'ai pas eu le temps de vous préciser, mais vous le savez, parce que vous êtes maintenant des habitués de ces conférences, que vous avez la possibilité, et je crois que ça va être affiché sur l'écran, de nous envoyer des questions interactives que je reçois également sur un écran ici. Mais ça a déjà commencé, par SMS, par web, par Twitter, donc n'hésitez pas à le faire. Donc rebonjour à tous, donc je m'appelle Philippe Mabille, je suis directeur adjoint de la rédaction de La Tribune. Tomber et se relever, finalement, La Tribune, c'est quelque chose qui, finalement, en tout cas, me parlait. Au départ, vous ne le savez peut-être pas, mais on m'avait contacté pour animer un débat intitulé « Gérer la faillite », qui était un petit peu moins gai, et qui explique, en revanche, peut-être pourquoi, dans la composition de cette table ronde, et ça va expliquer son déroulé, on a à la fois des gens qui peuvent vous parler de la faillite des États, puisque c'est un sujet qui reste malheureusement d'actualité ou à la mode. Et donc, Thibault a présenté les intervenants. On va leur donner la parole tout de suite, qui vont parler de la faillite des États. Mais les États ne sont pas mortels, enfin, sauf certaines civilisations. Mais la Grèce, et on va en parler, a connu de multiples faillites. Elle est toujours là. On va également parler... Alors, la ministre vient d'introduire un petit peu la question, mais bien sûr de tomber, se relever pour l'entreprise, le droit à l'échec, etc., avec des expériences diverses d'entrepreneurs. Voilà le déroulé de la table ronde que je vous propose. Alors on va peut-être commencer donc par cette partie sur les États, en écoutant Nicolas Bloudanis, qui est un historien grec, qui vit à Patmos, si je ne me trompe pas, qui est l'île où l'apôtre Jean écrivit l'Apocalypse. Je ne sais pas s'il faut y voir un lien. La Grèce a donc fait faillite plusieurs fois dans son histoire millénaire. Les plus récentes expériences, c'est 1893, 1932 et puis bien sûr 2010. Donc ça serait intéressant de vous entendre 7-8 minutes peut-être pour nous expliquer ce cas grec. Est-ce que c'est une fatalité, comme vous l'évoquez dans votre livre, et comment un État peut prendre finalement en main son destin pour se relever, comme on l'espère en ce moment pour ce pays. Bonjour mesdames, messieurs. La Grèce, donc effectivement en presque 200 ans d'existence, soit depuis 1830, la Grèce moderne aura connu 3 faillites spectaculaires, soit en 1893, 1932 et 2010. Je vais peut-être évoquer très rapidement les 2 premières et un peu plus en détail la 3e qui nous intéresse plus, en essayant surtout d'en relever les éventuelles similitudes, ainsi que la manière dont le pays s'en est sorti à chaque fois. Je précise que pour la dernière crise, il ne s'en est pas encore sorti, malheureusement. 1893, presque 70 ans après son indépendance, un jeune pays créé sur une base nationale et même nationaliste en Europe du Sud, se trouve acculé à la faillite, soit n'arrive plus à assurer le service d'une dette publique extérieure pléthorique. Les raisons de cette faillite, une économie largement sous-développée, une agriculture axée sur des monocultures d'exportation qui étaient soumises aux aléas du marché international, peu d'investissements productifs dans la production de marchandises, aussi bien internes qu'extérieures, et enfin des dépenses militaires exagérées du fait d'un irrédentisme obligé, ce qu'on peut appeler, c'est-à-dire que c'était un jeune État dont les 2/3 des nationaux vivaient à l'extérieur des frontières. Et à l'époque, au XIXe siècle, les États européens se basaient évidemment sur le nationalisme. Il y a des phénomènes endogènes, des phénomènes internes qui ont facilité cette première faillite de la Grèce. Le phénomène du clientélisme et de la corruption. Le clientélisme, ce qu'on entend, c'est la pléthore d'emplois qui est offerte par l'État pour acheter la paix civile et sociale. La corruption, je crois qu'il n'y a pas besoin de la décrire autrement. Et après, on tombe dans le cercle vicieux de l'emprunt, intérêt, service de la dette qui gonfle tellement à un certain moment qu'on ne peut plus l'assurer. C'est-à-dire
À partir du moment où l'emprunteur doit emprunter uniquement pour assurer le service de sa dette, je crois que la situation devient désespérée. 1932, on a une faillite un tout petit peu différente. La Grèce est alors un pays pour lequel le premier conflit mondial a duré jusqu'en 1922, soit 4 ans de plus que pour les autres pays, et qui s'est terminé par une défaite retentissante face à la Turquie de Kemal Atatürk et à l'afflux de plus d'1 million de réfugiés dans le pays. Donc il y a eu une nécessité d'emprunter pour assurer le reclassement de ces personnes. On peut faire une comparaison avec la France. En France, vous avez eu le phénomène des pieds noirs au début des années 60. Et encore, les pieds noirs ont pu sauver une partie de leur fortune et de leurs biens. Mais imaginez que les pieds noirs aient été près de 10 millions en France. Donc on peut voir là une échelle de ce qui s'est passé en Grèce au début des années 20. À l'époque, malgré de réels progrès économiques, et notamment une industrialisation assez sensible pendant les années 20, la faillite arrive quand même en 1932, soit 3 ans après le début de la crise économique mondiale. À l'époque, la Grèce n'est pas la seule à faire faillite. Il y a eu également des pays comme la Bulgarie, il y a eu l'Autriche et même l'Allemagne en 1931 qui se sont retrouvés dans la même situation. Donc on peut considérer, alors que les causes de la première faillite, celle de 1893, étaient surtout endogènes, les causes de la faillite de 1932 sont essentiellement exogènes. Et enfin, on en arrive à 2009-2010, la crise grecque actuelle. En résumé, on peut dire que cette crise a été celle d'un pays tellement fragilisé du point de vue économique et social par la politique des gouvernements successifs pendant les 40 dernières années, donc depuis le milieu des années 70, qu'il lui a été impossible d'abord de résister et ensuite maintenant de rebondir devant la crise économique mondiale et européenne. Cette politique des dirigeants successifs, quelles en ont été les grandes lignes? Je les présente peut-être de manière un peu caricaturale. Évidemment, les situations ne sont jamais noires ou blanches, mais on peut la résumer quand même en 4 mots. Étatisme, clientélisme, corruption et ce que j'appelle socialisme à crédit. Le socialisme à crédit, je dirais que la notion de socialisme implique une abondance économique. Le socialisme à crédit, c'est emprunter pour créer du socialisme, ce qui, je pense, est catastrophique à terme. La direction n'est pas responsable des applaudissements. La Grèce a développé, à partir des années 80, un état social très, très avancé. Je pense que c'était pratiquement le seul pays européen où les retraites commençaient entre 50 et 55 ans, et même on a eu des cas de retraite à 40 et 45 ans. Donc même, je dirais, pour une majorité de la population. Et également une pléthore d'engagements d'employés d'État, dénationalisation de grandes entreprises qui ont été quand même assez catastrophiques parce qu'après leur nationalisation, le fait est qu'elles ont été très mal gérées. Et l'économie privée, en fait, ce qui restait de l'économie privée, la production de marchandises et l'agriculture, a été handicapée et paralysée par l'action de l'État, notamment par une politique de subvention, de commande de l'État, ce qui faisait dépendre entièrement ces entreprises de l'État, et aussi de rachat d'entreprises problématiques que l'État n'arrivait pas à mieux faire fonctionner. Enfin, en Grèce, comme je dirais dans pas mal de pays, on a aussi le phénomène de l'économie noire ou de l'économie grise. Et là, c'est important pour le pays parce qu'elle représente entre 30 et 45% du PIB actuel. Même chez les entreprises officielles, il y a un secteur gris ou noir
qui existent. Et il est clair que dans un pays où une des activités les plus importantes est le tourisme, où on a affaire, disons, à une clientèle plutôt bien disposée et facile finalement à, je ne dirais pas à tromper, mais facile on délivre relativement peu de factures aux touristes parce que les touristes s'en fichent. L'économie noire, donc grosso modo 40% du PIB prend des proportions assez inquiétantes. Voilà. À partir de là, on peut tirer quelques parallèles et similitudes entre les trois crises. Avec la crise de 1893 et celle de 2009-2010, on a le clientélisme et la corruption. Et avec la crise de 1932, on a la fragilité des structures de l'économie grecque qui est incapable de résister tant soit peu à des chocs venus de l'extérieur. Se relever maintenant pour la Grèce, à l'heure actuelle, malheureusement, ça paraît encore un objectif assez lointain et difficile. Je pense que la Grèce devrait apprendre à exploiter ses richesses, devrait réformer son État, réorganiser son État aussi. Je vous rappelle qu'on a, pour un pays d'une population active d'environ 4,5 millions d'habitants, 4,5 millions de personnes de population active, la Grèce a plus d'1 million de fonctionnaires et d'employés d'État. Donc il y a une réorganisation qui est nécessaire. Pour la réorganisation et pour les économies à réaliser, actuellement, les gouvernements n'ont pas choisi la manière forte. On peut les comprendre parce que ça pourrait créer des tragédies sociales, soit le renvoi ou la mise à pied pure et simple d'un certain nombre d'employés d'État et de fonctionnaires. Elle a choisi de faire baisser le revenu de tout le monde. Ce qui crée évidemment, et là on en vient aux entreprises, ce qui crée évidemment une baisse de la consommation et de gros problèmes dans les entreprises, c'est-à-dire que la crise dont le secteur public est, entre guillemets, le grand responsable, disons un secteur public pléthorique est, entre guillemets, le grand responsable, la crise est ainsi reportée sur le secteur privé qui compte près d'1,5 million de chômeurs actuellement. Monsieur Blodanis, il va falloir conclure, pardon, parce que le temps est un peu court. On reviendra peut-être à la question, parce que les gens voudraient revenir aussi au débat. Donc, je vous remercie de cette présentation. Je suis désolé pour ceux qui voudraient un débat, mais la décision qui a été prise, c'est de laisser quand même les intervenants, qui sont tous très prestigieux, un peu de s'exprimer pour expliquer des situations qui sont complexes. Je passe tout de suite la parole à Roberto Lavagna, qui va nous présenter peut-être plus rapidement et peut-être dans l'actualité d'aujourd'hui le cas argentin. Et on reviendra, ne vous inquiétez pas, sur le débat sur les entreprises tout à l'heure. D'accord. Madame et Messieurs, bonjour. Ici, il y a des cas des pays et des cas d'entreprises. La grande différence, vous savez, c'est que même dans des cas de crise, les nations, les pays ne disparaissent pas. Mais il y a quand même deux choses qui sont extrêmement importantes. Les temps nécessaires pour rebondir, et comment on partage les pertes. Il me semble que ce sont les deux questions essentielles à résoudre dans le cas d'une crise. Premier point, il n'y a pas de rebondissement automatique. Il y en a certains qui croient qu'une fois qu'on a touché les planchers, finalement, il y aura un rebondissement. Ce n'est pas le cas de la Grèce, par exemple, qui est déjà dans sa 6e année de crise. C'est le cas du Japon, qui a passé 20 ans de croissance nulle. Donc, il faut faire certains types de politiques. Et là, c'est le point de partage, de comment on partage les pertes, parce qu'il n'y a pas de bénéfices à partager à ce moment-là.
Dans le cas de l'Argentine, ce partage a impliqué une discussion avec le Fonds monétaire international. Le Fonds monétaire international nous disait qu'il faut sauver les banques, il faut sauver le système financier. Si vous ne sauvez pas le système financier, les pays ne seront pas capables de rebondir. Si vous sauvez le système financier, en 10 ans, l'Argentine pourra se récupérer. Bien, on a dit non, on a dit que c'était un temps beaucoup trop long, on ne croyait pas que c'était le chemin, et on a agi de façon différente. On n'a pas diminué les salaires, on n'a pas diminué les pensions, on n'a pas diminué les dépenses à l'éducation, à l'infrastructure, on n'a pas demandé un crédit additionnel au Fonds monétaire qui était établi à 25 milliards, et on a décidé de restructurer la dette du pays. La conséquence était, ça c'était du côté négatif, on a dit non. Du côté positif, on a commencé à établir des subsides pour les familles qui étaient en situation de pauvreté. Il y avait 50% de la société qui était en dessous de la ligne de pauvreté. On a protégé les familles qui avaient une maison unique et qui risquaient d'être mis à la porte. Vous connaissez récemment les cas de l'Espagne, par exemple, qui n'ont pas agi de cette façon-là. On a établi que tous les prêts bancaires qui étaient indexés sur les prix allaient être indexés sur les salaires, donc pour pouvoir alléger les charges sur les familles. On a décidé d'ouvrir les banques. Les banques étaient restées fermées pendant des semaines et exigeait aux banques d'ouvrir ses portes et de faire face à ses clientes qui voulaient retirer ces dépôts qui étaient gelés. Et on a commencé une restructuration de la dette, comme je disais avant, qui a impliqué 75% de réduction des pertes pour les créanciers. Des créanciers dont la moitié était à l'intérieur de l'Argentine, l'autre moitié était à l'extérieur. La conséquence de ces décisions de politique, c'est que le pays a eu une croissance pendant 5 ans de 9% cumulatif chaque année. Malheureusement, après cette récupération assez extraordinaire, qui a commencé 6 mois après la crise, pensez que les fonds monétaires parlaient de 10 ans, la récupération a commencé dans le cas de l'Argentine 6 mois après la crise. Malheureusement, une fois qu'il y a eu un surplus fiscal, un surplus des comptes extérieurs, des investissements qui arrivaient au pays, etc., il y a eu un moment où le populisme est revenu. Le populisme est revenu dans le sens de c'est un cas clair d'un pays qui n'a pas su gérer le succès de sa récupération à la crise. Ce n'est pas étonnant parce que de la même façon qu'on a dû discuter avec les fonds monétaires, au moment où on a pris ces décisions de politique économique, on a dû aussi discuter avec le secteur des gauches. Le secteur des gauches qui voulait simplement ne pas reconnaître la dette, même pas restructurer la dette, même pas la reconnaître, qui voulait fixer les taux d'échange, qui voulait avoir des contrôles des prix, en fait, d'étatiser la plupart de l'économie. Donc, on a dû traverser par un chemin intermédiaire, grand succès pendant ces 5 premières années, un échec relatif dont on vit aujourd'hui, à conséquence de cette incapacité de gérer la récupération. Il faut prendre toujours des mesures de politique économique et des politiques, bien sûr, mais il y a aussi certaines choses qui sont invisibles quand il s'agit de gérer une crise. 2 exemples dans le cas de l'Argentine. Soit des gauches, soit de droite, on nous demandait un choc. Ils disaient qu'il fallait faire une politique de choc. Notre position, c'était « nous sommes déjà en choc, 50% de la population est en dessous de la ligne de pauvreté, ça c'est les chocs, il n'y a pas de place pour répéter des changements trop radicaux ».
on va avancer pas à pas. Ça, c'est une des premières décisions, si vous voulez, invisibles du point de vue politique. Et le second, c'est, on nous demandait aussi, de deux côtés, de gauche et de droite, un plan détaillé de futur de la politique économique. Et on a dit non, parce qu'il y avait une crédibilité très réduite dans les pays. Les gens étaient dans les rues et demandaient que tous les politiciens de gauche ou de droite partent. Il ne fallait pas faire un plan détaillé qui, de toute façon, n'allait pas avoir de la crédibilité. Il fallait avancer pas à pas et démontrer que les solutions qu'on proposait, finalement, avaient un effet positif. Donc, je finis simplement parce que le temps est extrêmement important et il n'y a pas de rebondissement automatique. Le partage des pertes est essentiel. Les recommandations qui ont été faites pour la Grèce, pour le Portugal, pour l'Espagne maintenant, ce sont exactement les mêmes qui ont été faites pour l'Argentine. Petit change, dans le cas de la Grèce, on a demandé une réduction des salaires et des pensions de 14%, dans le cas de l'Argentine de 13%. Vous voyez, le Fonds monétaire est très précis, mais va dans la direction de réduire le pouvoir d'achat, et c'est très difficile de sortir d'une crise. Vous le savez, en tant qu'entrepreneur, si on réduit la capacité d'achat. Protéger la consommation et établir une relation entre la consommation et l'augmentation de l'investissement est absolument essentiel si on veut effectivement sortir. Merci. Merci Roberto Lavagna. Finalement, ce qu'on retient de ce qui a été dit de ces deux cas, c'est que des erreurs, évidemment, peuvent conduire un pays à la faillite, également des circonstances externes, et que dans le rebond, il ne faut pas forcément écouter les préceptes du FMI si on veut essayer d'en sortir par le haut. Philippe Herlin, donc vous êtes chercheur en finance, vous avez tenu un blog, enfin vous tenez toujours un blog qui porte votre nom, mais qui se consacrait à la dette publique. Est-ce que vous tirez de ces expériences, qu'il y a pas mal de réactions qui posent ces questions-là, quelques exemples ou des comparaisons avec le cas français? Oui, c'est-à-dire qu'on peut vraiment se poser la question, la France est-elle en faillite? Bon, aujourd'hui la réponse est non, clairement. L'État se finance sans problème sur les marchés, mais on comprend l'inquiétude qu'il y a derrière cette question. La France pourrait-elle faire faillite? Là, la réponse malheureusement est oui. Cependant, il faut bien s'entendre sur les termes. Un État ne fait pas faillite, il fait défaut. On n'a jamais vu un État disparaître comme une entreprise parce qu'il ne pouvait plus payer sa dette. C'est uniquement en cas d'invasion militaire qu'un État disparaît. Un État fait défaut, c'est-à-dire qu'il annonce à ses créanciers qu'il ne peut pas les payer. Et comme il détient le monopole de la force légale, personne ne peut l'y obliger. Nous avons de nombreux exemples historiques de ce genre-là. Maintenant, une chose qu'il faut signaler, c'est que la nouveauté de nos situations économiques actuelles, de la crise actuelle, c'est que cette possibilité de ne plus faire faillite n'est plus réservée aux États. Elle concerne aussi les grandes banques que l'on nomme justement les too big to fail, trop grosses pour faire faillite. Par exemple, la BNP ne peut pas faire faillite, sinon l'économie française s'écroule. Le bilan de la BNP se monte à 2000 milliards d'euros. C'est le même chiffre que le PIB de la France, bon, même si on compare un stock et un flux, mais quand même, les chiffres sont à peu près équivalents pour le Crédit Agricole ou la Société Générale. Et ces situations qui pourraient apparaître comme sécurisantes, en fait, elle est extrêmement dangereuse, elle n'est pas saine du tout. Le premier qui l'a compris, c'est un des premiers économistes, à avoir écrit sur le capitalisme, c'est Adam Smith, qui a créé le terme d'aléa moral. En l'occurrence, pour les banques, les dirigeants de ces banques sont incités, amenés à prendre des risques, à augmenter les bénéfices et donc leurs bonus, sachant qu'en cas de crise grave, la banque sera sauvée par l'État. Et on se retrouve ainsi avec des banques de plus en plus grosses, avec des risques qui augmentent considérablement. C'est le cas en France, mais aussi en Europe, aux États-Unis. L'effet de levier du Crédit Agricole est de l'ordre de 1 sur 30, c'est-à-dire 1 euro de cash pour 30 euros d'engagement. Alors cet aléa moral, on le connaît pour les banques, mais on en parle moins, mais il existe aussi justement pour les États. C'est-à-dire qu'un État, lui, il ne va pas vraiment être incité à diminuer son déficit et sa dette, étant donné justement qu'il peut faire défaut et échapper à la faillite et au démantèlement.
Alors normalement, la sanction pour l'État, enfin pour ceux qui le dirigent, c'est les élections. Il est vrai qu'un gouvernement qui annoncerait un défaut sur toute ou partie de la dette, ce qui se traduirait par des pertes de 50% ou plus sur les plans d'assurance vie, ainsi que des ponctions sur les comptes bancaires, comme on l'a vu à Chypre, aurait du mal à se faire réélire. Mais ceci dit, concrètement, chaque gouvernement se dit qu'il s'en sortira et que les problèmes arriveront plus tard, dans le futur. Le résultat, on le voit, c'est que depuis 1974, aucun budget n'a été présenté en équilibre et que la dette publique est passée de 20% alors, en 1974, à bientôt 100% de PIB. Nous mettant donc directement sous la menace d'une crise grave. Alors que faire pour éviter d'attendre passivement le moment fatidique où l'État se servira dans nos économies? Bien, il se passe un phénomène intéressant qui pourrait changer la donne, enfin en tout cas nos perceptions, c'est que nous assistons en France à un début de révolte fiscale. On connaît le mouvement des pigeons qui se sont élevés contre la taxation des plus-values, de cession, les poussins qui défendent le statut d'entrepreneur. Il y a aussi alors, les dupés qui protestent contre les pesanteurs administratives et les charges. Il y a les plumés qui protestent contre les contrôles administratifs abusifs. Et le dernier mouvement en date sont les tondus qui protestent contre le poids des charges sociales. Ce mouvement affirme que 15 000 patrons ont arrêté de payer la part patronale et qu'ils seront bientôt 100 000. Bon, enfin, en tout cas, voilà une entreprise en croissance, quoi. Alors, les jacqueries fiscales font partie de l'histoire de France et le pouvoir aurait tort de minorer ce qui se passe en ce moment. Selon Europe 1, 20 millions de foyers devraient payer plus d'impôts que l'année dernière à cause de la nouvelle tranche à 45%, l'abaissement du plafond quotient familial et le gel du barème. Et voilà qui pourra apporter de nouveaux bataillons à cette révolte. Alors précisons-le bien, il ne s'agit pas de fraude fiscale qui se fait dans la discrétion par définition et donc n'a pas d'impact politique, mais bien de révolte, de mouvement de révolte fiscale, c'est-à-dire d'un mouvement organisé et public. En France, la dépense publique ne cesse d'augmenter depuis le début des années 70 en valeur et comme en proportion du PIB, et on a l'impression que c'est devenu une machine folle qu'aucun gouvernement ne parvient à maîtriser. Et face à cette réalité, une révolte fiscale de grande ampleur pourrait provoquer un électrochoc que j'estime salutaire. Voilà. Sinon, un jour ou l'autre, ce sera le défaut pour l'État et donc la ruine pour nous, les épargnants, et aussi pour un grand nombre d'entreprises quand la France subira le sort de Chypre. Enfin, en tout cas, ce début de révolte démontre la vigueur de la société civile et on ne peut que s'en féliciter. Voilà, je vous remercie. Merci. Merci. Peut-être on applaudira tout le monde à la fin, ça sera plus simple, plus détendu. On va pas quitter peut-être la partie très macroéconomique, mais bon, qui était prévue puisque nous avions ces intervenants qui ont présenté les cas des États, mais avec Fleur Pellerin, finalement, on va faire la synthèse à la fois avec la situation du pays et basculer vers la microéconomie. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour les entrepreneurs? C'est un exercice un peu délicat qu'on vous demande, mais de savoir à la fois est-ce que la France, aujourd'hui, en 2013, à l'orée de 2014, est sur le chemin du redressement. Jusque dans votre ministère, on parle de choc fiscal, puisque Pierre Moscovici, il sera là tout à l'heure, a évoqué ce mot de ras-le-bol lui-même. Et est-ce que vous avez l'impression effectivement qu'on est en train de basculer peut-être vers une prise de conscience au gouvernement qu'il faut peut-être gérer les choses autrement, faire confiance aux entrepreneurs? Et je crois que c'est un peu, en tout cas ce que vous avez dit tout à l'heure, ce que vous incarnez aussi dans ce ministère. Oui, alors je voudrais quand même préciser une chose, c'est qu'il n'y a pas une prise de conscience maintenant qu'il faut gérer les choses autrement. Je crois que quand on est arrivé et qu'on a pris nos fonctions, et ça me donne l'occasion de préciser un certain nombre de choses par rapport à l'intervention qui a été faite précédemment, on sortait d'une dizaine d'années, puisqu'il a été fait allusion à la dette et au service de la dette, que payent effectivement tous les contribuables, une dizaine d'années où la dette publique du pays
est passé de 900 milliards d'euros à 1800 milliards d'euros. C'est-à-dire que du début de la création de la France jusqu'à 2002, la dette est passée de 0 à 900 milliards, et en tout juste 10 ans, 2002-2012, de 900 à 1800 milliards. Donc oui, il fallait changer les choses et il fallait agir, précisément pour ne pas nous trouver en situation de défaut et précisément pour ne pas faire en sorte que le service de la dette, donc le remboursement de l'emprunt, ce qui serait le remboursement de l'emprunt pour l'ensemble du pays, n'absorbe la totalité des impôts payés par nos concitoyens. Je crois que c'est important de se dire qu'on consacre peut-être plus d'argent à la recherche, à l'éducation, aux dépenses d'avenir, qu'à rembourser une dette qui, aux 3/4, aux 2/3, est détenue par des investisseurs ou des créanciers étrangers. Donc je crois que ce diagnostic, d'ailleurs, nous n'avions pas fait mystère pendant la campagne, nous l'avions fait et c'est pour ça que nous avions dit que nous souhaitions mener une politique de responsabilité en matière de finances publiques et que notre priorité était de stabiliser puis réduire l'endettement public, réduire les déficits, et c'est bien ce que nous faisons depuis un an. Alors avec les difficultés qu'il nous faut bien admettre, qui sont liées à la conjoncture, quand vous êtes en période de croissance faible, même s'il y a quelques signes positifs ces derniers temps, eh bien les rentrées fiscales sont moins bonnes, c'est mécanique, et donc c'est effectivement plus compliqué. Mais il ne faudrait pas croire que nous faisons de l'impôt parce que nous aimons l'impôt. C'est totalement une déformation de la réalité, c'est totalement faux. Je crois qu'il faut arrêter avec cette espèce de biais idéologique qui ferait que la gauche arrive et donc elle se met à faire de l'impôt. Je rappelle aussi juste un chiffre, et là je ne nomme personne non plus, mais entre 2002, c'est pareil pour la dépense publique, entre 2007 et 2012, il y a eu 170 milliards de dépenses publiques supplémentaires. Qui a fait ces dépenses publiques supplémentaires? C'est pas notre gouvernement, c'était entre 2007 et 2012. Il y a eu en 2011 et 2012 33 milliards de prélèvements supplémentaires, impôts et prélèvements obligatoires plus généralement. 33 milliards. Bon. Donc cette tendance... Vous voulez dire que le ras-le-bol fiscal, il vient de loin? Mais il vient bien sûr de loin. Enfin, c'est pas... moi, je sais très bien, et on en a beaucoup parlé d'ailleurs pendant les assises, il y avait un chantier qui était consacré à l'environnement fiscal des entreprises. Bien sûr que la fiscalité est un élément de l'attractivité d'un territoire. Bien sûr que la fiscalité est une condition aussi de la compétitivité, de la restauration des marges pour les entreprises. On le sait qu'elles sont à un niveau historiquement bas. Moi, je ne me voile pas la face sur ces questions-là. En même temps, il y a bien une nécessité qui a été soulignée par les avis que nous avons eus macroéconomiques sur la situation d'un certain nombre de pays, sur le fait qu'il est indispensable que nous réduisions la dette. On ne peut pas faire autrement. Je pense que c'est une évidence et ça va d'ailleurs aussi avec la compétitivité de l'ensemble de notre économie. Donc aujourd'hui, nous sommes dans un équilibre qui est difficile à trouver, effectivement, entre la responsabilité budgétaire à laquelle nous nous sommes engagés pour réduire la dette et être moins dépendants à l'égard des marchés financiers. Je le répète, 2/3 de la dette détenue par des investisseurs étrangers, donc ça nous soumet vraiment beaucoup aux taux qui nous sont accordés par les marchés financiers. Mais parallèlement, essayer de faire en sorte de ne pas compromettre l'avenir de notre pays en continuant à investir dans l'avenir. Moi, je suis ministre de l'économie numérique, donc j'ai lancé un plan de 20 milliards d'euros pour le déploiement du très haut débit en France. Ne pas compromettre les dépenses d'avenir et pour les entreprises, essayer de faire en sorte de recréer, même si c'est pas facile et que ça prend un peu de temps, les conditions d'une restauration des marges, d'un retour de l'investissement, parce qu'on voit bien que la croissance actuelle est tirée par la consommation et par les exportations, mais pas encore par l'investissement, et ça c'est indispensable, et parallèlement travailler à restaurer la compétitivité, coût, mais aussi hors coût de notre économie. Donc travailler sur le coût du travail, c'est un sujet, je le mets sur la table parce que je pense qu'il va être abordé, c'est un sujet qui effectivement est important, même si cela ne fait pas toute la compétitivité des entreprises. Je sais que le MEDEF, comme l'ensemble des partenaires sociaux, ont des discussions en ce moment avec le gouvernement sur une réforme du financement des allocations familiales, par exemple, pour que ça pèse moins sur le coût du travail, mais aussi sur toutes les dimensions hors coût de la compétitivité. Et ça, c'est tout le travail que nous faisons pour la montée en gamme de notre économie. Et pour ce qui me concerne plus précisément, c'est promouvoir l'innovation. J'ai commencé à faire un certain nombre
ou a annoncé un certain nombre de mesures avec le président de la République qui a bien précisé qu'on étendrait le crédit impôt recherche à l'innovation. C'était une demande qui était très forte et récurrente de la part des entreprises, ça sera fait. Le statut jeune entreprise innovante bénéficiera aussi davantage aux entreprises qui font des dépenses d'innovation et pas seulement des dépenses de recherche-développement. C'est une condition importante de montée en gamme de l'économie. Et puis parallèlement, tout ce qu'on peut faire aussi sur la transition numérique qui à la fois améliore la productivité et la compétitivité des entreprises et en particulier des PME et leur performance à l'exportation aussi. Mais je crois beaucoup que le numérique est un vecteur important de réduction de la dépense publique. Donc vous voyez que je crois aussi très important d'abaisser la dépense publique. Je suis d'accord avec vous lorsqu'on dit qu'on ne peut pas augmenter en permanence la dépense, même s'il y a des augmentations qui sont un peu mécaniques, notamment en termes de croissance un peu faible. Mais je crois vraiment que nous avons un levier avec le numérique qui va nous permettre de réduire, notamment dans le champ social, massivement la dépense publique. Et croyez bien que j'y travaille, je suis mobilisée sur cette question. Une petite question précise, parce que je pense qu'elle doit intéresser pas mal de gens. Dans le budget qui va être présenté, devrait normalement arriver la correction de la mesure, entre guillemets, pigeon, c'est-à-dire celle sur les plus-values. Aux assises de l'entrepreneuriat, vous en avez parlé tout à l'heure, il y avait l'indicateur 0,40. Il y avait également la promesse, la reconnaissance que peut-être on était allé trop loin, qu'une erreur avait été faite. Est-ce que cette mesure sera bien dans le budget telle qu'elle a été annoncée ce printemps? Absolument. Le président de la République a fait des annonces au mois d'avril, en clôture des assises de l'entrepreneuriat. Et ce qu'il avait annoncé à ce moment-là sera repris dans le projet de loi de finances, dont les derniers arbitrages sont en train d'être effectués. Bernard Cazeneuve doit être dans les parages. Mais cet engagement qui avait été pris solennellement par le président de la République sera effectivement tenu, de la même façon que tous les engagements pris pour encourager, y compris fiscalement, ce qu'on appelle le corporate venture, l'investissement des grandes entreprises au capital de plus petites PME, sera aussi dans le projet de loi de finances, de la même façon que le statut jeune entreprise innovante étendu à l'innovation sera dans le projet de loi de finances. Voilà, donc tous les engagements des assises seront mis en œuvre, soit dans le cadre du budget, soit dans le cadre d'autres véhicules législatifs ou réglementaires qui seront pris avant la fin de l'année. Est-ce qu'il n'y a pas chez la ministre des PME parfois une forme de découragement? Je m'explique. Vous prenez des tas de mesures et on peut vous faire crédit de vouloir effectivement tout faire pour aider les entrepreneurs, les petites entreprises, l'économie numérique. Mais en même temps, on le voit depuis 2 jours, depuis les annonces sur les retraites, des cotisations supplémentaires, qui ne dépendent pas de vous, enfin on peut pas vous. C'est la politique générale, c'est la décision du gouvernement, et on sent bien, enfin j'entends, je ne sais pas si ce sont des sifflets, j'entends des bruits, on sent bien qu'il y a un ras-le-bol, le sentiment que voilà, la France, c'est pas forcément que ce gouvernement-là, mais sur un corps écorché, maintenant la moindre égratignure fiscale, sociale, de hausse d'impôts fait mal et c'est plus possible. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas une forme de contradiction entre votre mission, votre métier et puis cette réalité qui nous rattrape finalement? Je crois que le propre de la politique, c'est bien d'essayer d'agir sur l'existant. Et l'existant, il n'est pas forcément évidemment. Je pense que c'est plus agréable d'être baisser les impôts, oui, c'est sûr. Non, mais d'être ministre des PME avec une croissance à 2 chiffres, avec des étudiants qui sont bien orientés, qui ont un système éducatif qui est parfait, qui répond exactement aux besoins de l'économie. Enfin, voilà, mais on n'est jamais dans une situation parfaite. Même les pays qui connaissent des fortes croissances, même les pays émergents par exemple, qui connaissent des croissances très très fortes, ne sont pas non plus dans des situations idéales parce que les inégalités s'accroissent. Enfin, ils sont confrontés à d'autres problèmes. Donc effectivement, moi j'aimerais mieux parfois que tout aille bien, mais si on se décourage parce que tout n'est pas exactement comme on le souhaiterait, il faut faire autre chose. Donc non, moi au contraire, je pense que c'est aussi un carburant. Ça me donne envie de proposer des choses, d'emmener les décisions aussi dans la direction que je souhaite, de faire des propositions, d'innover. En période de crise, je crois qu'il faut aussi avoir des idées nouvelles. C'est ce qu'on essaye de faire dans le cadre des assises. Je pense qu'on a eu une méthode qui a été assez nouvelle. Tout le monde nous l'a dit, c'est pas moi qui le dis par manque d'humilité, mais tous les entrepreneurs qui ont participé aux travaux ont dit que c'était bien de co-construire une politique, y compris une politique qui aboutit aujourd'hui à modifier le code des impôts. Donc cette façon très collaborative de faire des propositions et de les mettre en œuvre, je crois, est une bonne méthode. Voilà. Et à partir du moment où
les marges de manœuvre budgétaires et où la croissance nous le permettra, nous essaierons de faire en sorte, avec évidemment nos principes et les valeurs de justice sociale que nous défendons, de faire en sorte d'améliorer la situation des entrepreneurs, des salariés. Oui, bien sûr, nous essaierons de le faire. Aujourd'hui, c'est vrai que nous sommes dans une situation qui est un peu compliquée pour des raisons budgétaires évidentes. Il y a une demande qui est très forte chez les entrepreneurs, qui rejoint d'ailleurs la question du relèvement, puisque c'est la question qui est posée, tomber, se relever. Je ne sais pas si la France est tombée, mais il y a un relèvement et un choc qui est attendu, c'est les simplifications, notamment dans les PME. Est-ce que là, vous allez prolonger les assises de l'entrepreneur pour essayer de répondre à cette attente? Oui, alors il y a même un gros travail qui est en cours actuellement dans un interministériel, parce que évidemment les procédures ne sont pas uniquement chez moi, mais un gros travail qui est fait pour dématérialiser un nombre croissant de procédures, pour simplifier un certain nombre de choses. Il y a eu les choses parmi les mesures qui ont déjà commencé à être mises en œuvre. Il y a ce qu'on a appelé dites-le nous une seule fois. On s'est rendu compte que parfois pour une entreprise il fallait produire le même document en 5 ou 6 exemplaires à des administrations différentes. Donc l'idée c'est de faire en sorte que toutes ces procédures qui sont souvent redondantes désormais soient effectuées une seule fois, à la charge de l'administration d'intérioriser la complexité, mais avec maintenant le numérique, ça aussi c'est beaucoup plus facile parce qu'on peut créer des coffres-forts numériques auxquels pourront avoir accès les différentes administrations. Donc on est en train de travailler là-dessus. Il y a beaucoup de mesures qui sont proposées dans le cadre du comité interministériel qui travaille sur ces questions-là, mais moi j'ai quand même été frappée de constater qu'il y a une étude qui a été publiée par Ernst & Young, je ne sais pas, hier ou avant-hier je crois, qui indiquait que dans une étude comparative entre différents pays, je ne sais plus si c'était le G20 ou l'OCDE, la France se classait plutôt bien en termes de simplicité des procédures pour créer une entreprise, contrairement à ce qu'on peut dire, parfois. C'est pas moi qui le dis, c'est Ernst & Young, donc vous pourrez faire part de vos contestations à Ernst & Young, mais c'est quelque chose qui a été fait par un institut, une enquête qui montrait qu'en gros il fallait effectuer 5 procédures et il fallait 7 jours pour créer une entreprise, là où aux États-Unis il faut 7 jours, 7 procédures et je sais plus 8 à 10 jours. Donc il y a aussi des clichés contre lesquels il faut parfois... vous voulez créer une entreprise au Japon ou en Corée, pays qui connaissent des forts taux de croissance et où l'économie est en train de repartir et où les entreprises sont compétitives. C'est extrêmement compliqué administrativement de créer une entreprise au Japon, même à Hong Kong ou en Corée du Sud. Donc il ne faut pas non plus... Chacun voit midi à sa porte. Quoi. Non, mais c'est pas qu'il faut... Non, mais je pense que bien sûr c'est une priorité, sinon on n'aurait pas non plus inscrit dans nos objectifs de simplifier les procédures. C'est absurde de penser qu'il y a une perte en ligne de revenus, de temps pour les entrepreneurs qui souhaitent se focaliser sur leur cœur de métier, du temps à consacrer à des formalités qui sont redondantes. C'est totalement absurde et bien sûr qu'il faut limiter cela. Mais enfin, il ne faut pas non plus balancer dans l'excès inverse en disant la France est le pays le pire en la matière. Bon, c'est pas moi qui le dis, c'est pas une étude que j'ai commandée et que j'ai payée, c'est Ernst & Young, qui n'est pas une entreprise française, qui a fait une étude comparative et qui dit que la France n'est pas si mal placée pour créer son entreprise. Donc, une remarque, création du compte pénibilité, quelle simplification. Mais bon, je pense que là aussi, c'est pas non plus de votre faute. C'est ma faute. Le gouvernement est solidaire. Enfin, moi, je suis solidaire des décisions qui sont prises, des arbitrages évidemment qui sont faits par le Premier ministre et par le Président de la République et des décisions qui sont prises par mes collègues. Merci Fleur Pellerin. Je ne vais pas vous torturer plus longtemps. On va écouter les autres intervenants. Attendez, excusez-moi, mais je crois quand même que la pénibilité, on parlait tout à l'heure du stress pour le chef d'entreprise, mais la pénibilité, moi, je considère que c'est une avancée sociale. On ne peut pas considérer qu'un ouvrier qui a travaillé toute sa vie en portant des charges lourdes, etc., et qui a du coup une espérance de vie qui est de 10 ans ou 5 ans inférieure à celle d'un cadre, n'a pas le droit à la reconnaissance de la pénibilité de ce travail. Et je trouve ça tout à fait normal. À voir les réactions des intervenants, il y a encore du travail pour convaincre, mais bon, vous êtes là pour ça. Alors, on va passer à la deuxième partie de cette table ronde. Tomber, se relever pour une entreprise. On va écouter plusieurs cas. On va commencer par écouter Philippe Rambaud, qui est président de l'association 60 000 rebonds. Donc, on a parlé tout à l'heure, en tout début de séance avec Thibault Langsade et avec Fleur Pellerin, de l'échec utile, du droit et l'échec, de ce qui se passe sur l'indicateur 0,40. Philippe Rambaud, je ne sais plus où vous êtes à ma droite. Je vous donne la parole pour 6-7 minutes, s'il vous plaît. Alors je vais essayer de tenir mon délai. Je vais essayer de vous dire en 2 mots ce que nous faisons au sein de 60 000 rebonds, qui est une association loi 1901,
et puis également les convictions. On n'a pas de certitude, mais on a des convictions qui sont en train de naître sur un certain nombre de choses qui devraient être faites ou qui vont être faites pour aider les entrepreneurs à rebondir. Alors, quelqu'un nous disait il y a quelques jours, en fait, 60 000 rebonds, vous êtes une sorte de clinique pour des blessés. Effectivement, on s'occupe d'entrepreneurs post-faillite qui, en général, ont déposé le bilan dans un délai de 0 à 24 mois. Et Thibault Langsad a dit avec énormément de justesse les choses qui reviennent systématiquement, c'est le triple traumatisme. Le traumatisme personnel d'abord, c'est-à-dire l'effondrement de l'estime de soi. Je sais, puisque moi je l'ai vécu, donc je comprends tout à fait ce que les autres entrepreneurs me disent. Et tant que l'estime de soi n'est pas reconstruite, il n'est même pas imaginable qu'un nouveau projet professionnel, à mon avis, voit le jour de manière pérenne. Il y a un traumatisme professionnel. On pourra beaucoup parler effectivement de l'image de l'entrepreneur post-faillite en France. Il n'y a qu'à voir quand certains d'entre eux veulent arrêter l'entrepreneuriat et se tourner vers un job salarié. Je ne vois pas d'entreprise, ou très peu, ouverte à imaginer recruter déjà un entrepreneur. C'est pas simple. Mais alors un entrepreneur post-faillite sur son CV, sa probabilité d'être recruté par une grande entreprise ou même une entreprise moyenne est extrêmement faible. Donc on voit bien qu'on a, et notre ministre Fleur Pellerin en a parlé tout à l'heure, on a encore des tabous extrêmement lourds en France. Peu importe pourquoi, ça serait un débat trop long, mais il va bien falloir qu'on s'attaque à ça. Et puis enfin, on a un traumatisme financier qui a deux dimensions. Et dans ces deux dimensions, il y a un problème auquel on va devoir s'attaquer rapidement. Première chose, nos entrepreneurs ont perdu effectivement le capital avec les autres actionnaires qui a été mis dans l'entreprise. C'est vrai. Mais deuxièmement, ils ont la plupart du temps été obligés de prendre des cautions personnelles lorsque l'entreprise a eu des difficultés financières. Il y a 20 ans, quand je faisais du financement, j'étais patron d'une brasserie française, on faisait du financement pour les cafés, hôtels, restaurants. Les banquiers m'interdisaient de demander une caution personnelle aux gens qui achetaient ces fonds de commerce. Aujourd'hui, pratiquement 100% des entrepreneurs que nous suivons dans toute la France ont été l'objet à un moment donné d'un emprunt auprès de leur banque, et leur banque toujours leur a dit le dossier ne passera pas s'il n'y a pas une caution personnelle. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis leur maison. Et qu'est-ce qui se passe quand la faillite effectivement arrive? Eh bien, c'est que la faillite non seulement est un drame professionnel, mais en plus il entraîne toute la famille. Donc il devient aussi un drame personnel avec toutes les conséquences que ça peut nourrir. Et puis il y a cette troisième dimension, c'est cet indicateur 0,40. Je l'ai vécu, je me suis relancé dans le conseil grâce à mes clients, je me suis pointé dans une banque pour ouvrir un compte professionnel et le monsieur, croyant bien faire son métier, m'a dit « on ne pourra pas vous ouvrir de compte ». Alors quand il avait vu mes chèques, il était tout à fait prêt à m'ouvrir un compte, puis 3 jours après, il m'a dit « ma direction régionale ne veut pas ». Et j'ai essayé de comprendre pourquoi. Et par des circonvolutions extrêmement compliquées, j'ai fini par comprendre qu'effectivement j'étais fiché 040 et que j'apparaissais sur les bases de données des banques et que ça voulait dire ce gars est dangereux. Donc ne lui ouvrez pas de compte en banque parce que voilà, on a une probabilité d'échec qui est importante avec lui. Alors c'est très difficile de relancer une affaire quand on vous empêche d'ouvrir un compte en banque. Il y a même plus pernicieux, on vous autorise quelquefois à ouvrir un compte en banque, mais on ne vous donne ni carnet de chèque, ni carte de crédit, ni carte bancaire. Donc il est très très compliqué effectivement dans ces conditions de relancer une activité commerciale. Et je voudrais une minute, parce que Dieu sait qu'on est quelquefois extrêmement critique vis-à-vis de nos leaders politiques, quel que soit leur bord politique. Je veux rendre hommage quand même à notre ministre qui est ici, Fleur Pellerin. Parce que les entreprises, les assises de l'entrepreneuriat, quand je parle de Fleur Pellerin, je ne parle pas que d'elle, que de vous, Madame le Ministre, je parle aussi de vos équipes. Moi, j'ai été reçu à Bercy par les équipes de François Perret. Je n'ai jamais eu l'occasion de ma vie d'être écouté de cette manière-là par
finalement des pairs, mais des gens qui ne sont pas des entrepreneurs, mais qui nous ont écoutés, et en particulier l'abrogation du 0,40 que vous avez eu le courage, Madame le ministre, d'imposer, et que le Président de la République a accepté. C'est une des plus grandes évolutions qu'on ait rendues et un des plus grands progrès qu'on ait redonné aux entrepreneurs pour être capable de rebondir. Et ça, jamais on en avait parlé avant. Et pourtant, c'est une entrave considérable. Donc, vous êtes je peux vous le dire parce que je sillonne la France, vous êtes un immense espoir, parce qu'en plus vous parlez d'une manière moderne, vous parlez d'une manière jeune, décomplexée, donc vous êtes un immense espoir culturel pour faire changer le tabou de la faillite en France et du rebond. Vous êtes aussi un grand espoir pour déclencher des mécanismes. Le 0,40 est une chose. On pourra parler tout à l'heure de l'assurance chômage du chef d'entreprise. Moi, j'avais une immense chance, c'est que j'avais un actionnaire qui était coté en bourse, qui m'a obligé à prendre une garantie, enfin une assurance chômage chef d'entreprise volontaire. Je hurlais tous les mois quand il fallait que je paye mes mensualités. Et le jour où j'ai fait faillite, au bout de 8 ans, eh bien, 80% de mes revenus ont été couverts. J'étais couvert comme un salarié classique. Mais je suis quasiment seul parmi les PME que nous accompagnons à avoir une assurance chômage. Les autres me disent mais c'était beaucoup trop cher. J'étais incapable de payer une assurance chômage comme ça. Donc voilà, on a encore des tas de mécanismes à faire évoluer en France et on compte beaucoup sur vous, Madame la Ministre, et sur vos équipes pour nous aider à faire bouger aussi ces lignes. La société bouge en ce moment plus vite quelquefois que les mécanismes et vous avez un gros rôle à jouer. Donc, on a créé cette association, je l'ai créée en particulier avec Catherine Rambaud qui est sur la gauche. On se retrouve tout à fait par hasard autour de cette table, mais il me fallait une grande juriste et aussi un patron qui ait connu la faillite. Et donc, dans chaque ville où nous sommes, nous avons autour de nous des patrons qui ont connu la faillite et qui accueillent ces entrepreneurs post-faillite. C'est très important. On a aussi des coachs parce que l'estime de soi, ça ne se reconstruit pas en claquant dans les doigts et qu'il faut des spécialistes et des experts pour reconstruire cet édifice personnel. Et puis, j'ai mis autour de la table 2 institutions, Ernst & Young, dont vous avez parlé tout à l'heure, parce qu'il nous faut aussi des spécialistes du juridique et de l'audit, et puis le Crédit Agricole, parce qu'il nous fallait bien aussi, à un moment donné, des banquiers pour aider le financement des projets de nos entrepreneurs post-faillite. Parce que même si le 0,40 a sauté, leur pédigré n'est pas extrêmement attractif pour les banques, et donc il me fallait un banquier, effectivement, qui ait un regard beaucoup plus bienveillant à l'égard de ces entrepreneurs. On a commencé à Bordeaux pendant 1 an. On est en train maintenant de se déployer dans 10 villes en France. Pourquoi aussi? D'abord, je ne voulais pas commencer par Paris, je voulais commencer par la province. Et deuxièmement, je crois beaucoup au réseau multilocal. J'ai vu des phénomènes de solidarité spontanée à Bordeaux, je les vis maintenant à Nantes, à Toulouse, à Lille, à Lyon, dans des petits groupes bien plus forts que ce qu'on aurait pu vivre au niveau d'une entité trop nationale. Donc, on va faire du multilocal. Et évidemment, derrière ça, on espère être un laboratoire unique de bonnes pratiques. La première bonne pratique, c'est qu'on a un thème tabou aujourd'hui dans la faillite, et on a parlé d'évolution culturelle, Thibault Langsat en a parlé, Fleur Pellerin, je sais, est très sensible à ça. Moi, j'avais un bureau à Los Angeles, j'ai voulu lever des fonds, et je suis allé voir des fonds d'investissement, des business angels. Je leur ai dit, j'ai fait 25 ans de groupe Danone, 11 ans de direction générale, je m'attendais à ce qu'ils me disent bravo, et ils m'ont dit, eh ben, t'as rien compris. Voilà, j'avais 50 ans, ils m'ont dit, casse-toi la figure 1 ou 2 fois, reviens nous voir, et là, on va mettre de l'argent dans ton entreprise. Et je me suis dit, je suis rentré en France, je me suis dit, ils s'en foutent, finalement, ils me demandent de me casser la figure. Ils avaient raison. Les Américains ont une vision pragmatique de l'échec, qui est en fait quoi? Ben, tu vas monter sur ta courbe d'apprentissage, mon gars. Comme un enfant qui apprend à marcher, si tu tombes pas, ben, c'est que tu n'auras jamais appris à marcher. Donc, voilà, tombe 1 ou 2 fois, reviens nous voir. Effectivement, cette culture-là, nous ne l'avons pas encore en France et il faut qu'on la bouge. Mais la société bouge très vite. J'ai fait dans cette belle maison une conférence pour des jeunes HEC entrepreneurs. D'abord, on pensait qu'on serait 20, on était 80. Ensuite, ces jeunes HEC, ils avaient fait tous, comme ils me disaient, des études remarquables. Ils sortaient tous de milieux plutôt favorisés. Et ils me disaient, mais attendez, on ne comprend pas, monsieur, là. On a tout fait bien et on se plante. Et où est la toolbox? Où sont les pratiques? On ne nous en a jamais parlé. Donc, une des choses qui fait avancer la culture, c'est de parler.
Et une des choses que nous faisons à 60 000 rebonds, c'est d'aller parler dans les grandes écoles. On fait une conférence, en particulier pour des gens qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, et on leur dit que la faillite, l'échec, c'est une option à probabilité élevée. On est dans un monde économique qui est très compliqué, qui est très versatile, qu'il n'y a pas des winners d'un côté et des losers de l'autre, qu'on va refaire nos vies professionnelles 5, 6, 7 fois, que vivre avec le danger, c'est la vie de l'entreprise, qu'il est hors des questions de ne pas vouloir entreprendre. On est dans un monde où on n'a plus le choix, il faut entreprendre, mais quand on entreprend, il y a des risques. Et que la faillite, dont ils n'ont jamais entendu parler, jamais, ils ont toujours pensé qu'ils allaient échapper à ça, la faillite, c'est une option et qu'on s'y prépare. Et pour s'y préparer, il y a d'abord un certain nombre de choses dans le domaine juridique qui ne sont pas connues, il y a des choses dans le domaine comptable qui ne sont pas connues, mais il y a aussi l'aspect assurance. Comment est-ce que je m'assure? Aujourd'hui, on conduit une voiture à 130 à l'heure sur les autoroutes, c'est un acte courant, mais c'est un acte dangereux. On est assuré. En France, on se lance dans l'entrepreneuriat et on n'est pas assuré. Et ça, c'est un vrai problème. Alors, il y a des assurances RC, il y a des assurances perte d'exploitation, mais justement, dans le domaine du chômage des mandataires sociaux, il n'y a pas grand-chose. Et puis, il faudrait conclure pour que les autres intervenants puissent parler. Merci. Absolument. Et puis, un des points clés, c'est tirer le maximum d'apprentissage de l'échec. Et là, on pourrait beaucoup en parler. On le fait, c'est un gros travail qu'on fait avec nos entrepreneurs. C'est essayer de comprendre les systèmes qui ont pu amener l'entrepreneur à se casser la figure. Tant qu'il ne les a pas compris, il risque de les répéter. Et donc, ce travail de décaler, partager le contextuel, la faute des autres, le climat, le contexte, etc., du systémique, c'est-à-dire qu'est-ce que je risque de refaire, est un acte essentiel à réaliser. Et ça, c'est ce que font les coachs en général avec nos entrepreneurs. C'est d'ailleurs un cas qu'on pourrait réfléchir en entreprise. Merci beaucoup. On va essayer d'y revenir sur... Merci. On va essayer de revenir sur tous ces sujets concrets que vous avez évoqués. Vous voyez, Fleur Pellerin, qu'on peut aussi entendre des choses agréables au MEDEF, ce qui est bien. Quand on fait partie d'un gouvernement de gauche, s'entend, mais voilà. Je voulais passer la parole maintenant, parce que je crois qu'il faut qu'on... Dans l'expérience vécue, finalement, on comprend beaucoup mieux les choses. Et avec Dominique Loiseau, avec Catherine Rambaud, ensuite avec Sylvain Forestier, on va essayer de... Pendant les 3 quarts d'heure qui nous restent, de vous entendre. Donc chacun peut-être 7-8 minutes pour nous exposer ce qui vous est arrivé. Dominique Loiseau, vous êtes présidente du groupe Bernard Loiseau, donc dans la restauration. Vous avez perdu votre mari et fondateur de l'entreprise. Et à ce moment-là, comment est-ce qu'on fait ? Est-ce que le risque, effectivement, de voir la réputation d'un établissement être mis en cause, les 3 étoiles, etc. Comment est-ce que vous avez réussi à redresser la barre? Racontez-nous cela, les difficultés, ce qui vous a aidé, finalement, à redresser l'entreprise, à faire qu'elle soit ce qu'elle est aujourd'hui. Oui, bonjour. C'est vrai que notre entreprise est une entreprise atypique. Mon cas est assez atypique, dans la mesure où je n'ai pas une usine où on appuie sur des boutons. C'est très subjectif, la restauration et l'hôtellerie. Alors, tomber, qui est tombé? C'est une entreprise florissante. Je le répète ici parce que les médias ont un peu écrit n'importe quoi là-dessus, en disant que mon mari avait trop de dettes, et on a trouvé plein d'interprétations dans l'urgence. On faisait quand même plus de 11 millions de chiffres d'affaires, avec un résultat d'exploitation de 1,5 million et 750 KE de résultats nets. Donc, et on a d'ailleurs distribué cette année-là des dividendes à nos actionnaires, puisque nous sommes une société cotée en bourse, ce qui est aussi unique dans notre métier. On est le seul restaurant 3 étoiles à être coté en bourse au monde. Et donc, c'était une entreprise qui se portait très bien, que mon mari avait monté en 27 ans. Son ambition était d'en faire une des plus belles maisons du monde. Il l'a très bien réussi. J'étais avec lui 15 ans. Et puis, je crois, trop de fatigue, une pression nerveuse. Enfin bon, on ne va pas revenir sur les raisons d'un suicide. Mais tout cela s'est passé il y a 10 ans. Et je me suis retrouvée avec la grande question: est-ce que ça vaut le coup de continuer ou pas?
non? Parce que sans le chef charismatique comme il l'était, le fondateur, le créateur, l'homme jovial, est-ce qu'on allait encore intéresser quelqu'un? Alors, dans un premier temps, il est vrai, j'ai dû rassurer mes équipes. Hein, tout de suite, le lendemain, donner confiance aux équipes et décider avec eux de continuer. Ça a été fait assez facilement. Mais ce qu'il faut savoir, que dans cette reprise de cette entreprise, bon, j'étais quand même le bras droit de mon mari, mais dans cette continuation, il y avait un défi médiatique en même temps. Hein, il y avait une course aux médias, des médias nous poursuivaient, et donc il a fallu, tout au long de ces 10 ans, que j'encaisse, hein, que toute une partie de mon énergie soit là pour côtoyer les médias et pour les orienter un peu, quoi, pour les accompagner. Et ce qu'on disait de nous était vital pour la continuité de cette maison. Donc pourquoi est-ce que j'ai continué si vite? Ben, ça s'est fait dans la nuit, tout simplement parce que j'avais envie de faire revivre mon mari à travers son entreprise. Et cette entreprise, j'ai voulu donc la préserver et la transmettre à mes enfants. Ça, c'était quelque chose qui était pour moi immédiat et une mission. Je crois que quand vous voulez faire revivre quelqu'un, eh ben, vous n'hésitez pas. Alors, c'était un choc, évidemment. On a beaucoup évoqué ce terme-là. Et une fois que mes équipes étaient rassurées, je ne les ai pas chamboulées. J'ai continué le travail tel qu'on l'a toujours fait. Je me suis dit, ces équipes sont habituées à faire de l'excellence. Il n'y a aucune raison que du jour au lendemain, elles soient moins bonnes. Bon, ben, on a continué une première année. Et à la fin d'une première année, nous avons gardé notre étoile, notre 3e étoile Michelin, ce qui est aussi quelque chose d'unique dans notre cas de figure, dans notre domaine d'activité. Alors, vous m'avez dit que vous allez me poser des questions sur des difficultés fiscales. Voilà, est-ce que vous avez été aidé par l'État? J'ai été aidée par personne, sauf peut-être par une personne qui se trouve ici, dont je parlerai après. Mon mari avait fort heureusement une assurance homme-clé. Hein. Et ça, s'il n'avait pas été coté en bourse, je ne suis pas sûre qu'il l'aurait prise. Donc, fort heureusement, il a été obligé de prendre cette assurance. Et ce qu'il faut quand même savoir, cette assurance a permis de couvrir toutes nos dettes, ce qui fait que je suis maintenant une entreprise qui n'a pratiquement plus de dettes, ce qui est quand même une force. Mais ce versement immédiat de cette assurance est un produit exceptionnel, très important pour une PME, et il a fallu tout de suite demander un échelonnement du règlement de l'impôt. Sinon, l'entreprise allait rentrer dans de graves problèmes financiers, et c'est vrai qu'il a fallu faire des démarches auprès du ministre pour être sûr que le dossier soit bien pris en compte et qu'il ne traîne pas. Donc c'est ce que j'ai fait. Il a fallu aussi redonner une autre dimension à ce Relais Bernard Loiseau dans sa gouvernance, parce que cette entreprise était gérée par un homme charismatique, son fondateur, qui avait un conseil d'administration, mais bon, qui l'accompagnait bien. C'est lui qui prenait tout au long de l'année les décisions. C'était un homme fougueux, et même moi, j'avais parfois du mal à intervenir dans ces décisions. Tout reposait sur lui. Donc moi, je n'avais pas sa carrure, je n'avais pas les épaules aussi larges, donc j'ai un conseil d'administration très étoffé, avec des chefs d'entreprise, avec des personnes qui ont vraiment des spécificités et un savoir-faire dans divers domaines. Et aussi, j'ai mis en place un comité de direction, des réunions de direction. Enfin, j'ai mis en place ce qui existe dans toute entreprise bien gérée et dynamique. Mais nous étions un cas particulier, parce qu'un chef, c'est un chef, hein, ce n'est pas un chef d'entreprise comme un autre. Donc, une fois que tout ça a été mis en place, comme je vous l'ai dit, j'ai voulu garder cette 3e étoile. Savez-vous, nous sommes un groupe de 130 personnes. Rien qu'à Saulieu, qui est un relais château 3 étoiles Michelin Spa, nous sommes 70 personnes, et des personnes hautement qualifiées. Donc, il a fallu garder 3 étoiles, donc garder le personnel pour garder cette excellence. Sauf que la première année, j'ai regardé les chiffres là il y a 2-3 jours, on a quand même eu plus de 50% de clients en moins, ce qui est énorme.
c'est normal aussi, quand quelqu'un comme cela disparaît, c'est normal qu'on ait des doutes et qu'on attende un certain temps. La profession me donnait 6 mois, voyez-vous. Bon, j'ai été accompagnée, parce que moi j'ai dû soutenir les clients, les médias, les rassurer et les clients, mais personne ne me soutenait, personne ne m'aidait. Qui voulez-vous à Saulieu, dans ce petit village de Bourgogne, je puisse demander conseil? Et je n'ai pas une formation de chef d'entreprise, je n'ai pas fait d'école de commerce. Je suis une biochimiste, une nutritionniste dans l'âme. Mais j'ai la chance d'avoir été élevée dans une famille d'ouvriers et d'avoir un bon sens paysan. Donc j'ai fait tout ce que mon fils maintenant utilise des mots très compliqués. Il fait l'école hôtelière de Lausanne. Alors il dit « Maman, tu as fait ceci avec des termes compliqués. » Moi, j'ai fait ça au feeling et avec mon bon sens paysan et féminin peut-être, parce que les femmes sont quand même là pour faire survivre beaucoup de monde. Donc je crois que c'est ce qui m'a poussée. Merci. Merci. Peut-être pour conclure. Oui. Donc ce que je voudrais pour clore, oui, donc cette personne qui m'a beaucoup aidée, qui était un ami de Bernard, mais Bernard en avait beaucoup, c'est Rémi Robinet-Dufaux, que beaucoup d'entre vous connaissent, président du MEDEF Paris, qui tous les samedis venait à Saulieu, tous les samedis, et c'est avec lui que je pouvais régler mes problèmes de médias, parce que les médias ont écrit n'importe quoi, mes problèmes d'assurance, etc. Et c'est lui qui, durant 2 ans, a été chez moi tous les week-ends pour m'aider. Et sans cet ange gardien, je n'aurais pas eu le force. Il disait « on y arrivera, on y arrivera ». Et j'avais besoin de quelqu'un qui me tienne la main. Et je voudrais vraiment, c'est le meilleur endroit ici, pour lui rendre hommage. Alors, pour clore, bon, maintenant je peux vous dire que ça fait 2 ans que le groupe est positif. Il a fallu 7 ans quand même pour remonter la pente, parce qu'on a quand même eu des pertes énormes durant quelques années. On a remonté la pente il y a 2 ans, mais cette réussite, bon, je la dois bien sûr à une équipe qui m'a suivie, je dois à beaucoup de choses, mais c'est vraiment multifactoriel. Il a fallu être présent dans les médias et comme je vous l'ai dit, ça demande beaucoup d'énergie, réunir beaucoup de conditions, faire des livres, faire une promo, avoir une gestion des plus rigoureuses. Et puis, c'est comme la mayonnaise, quand tous les ingrédients sont à la bonne température, elle prend. Mais si un des ingrédients manque, elle ne prend pas. Merci. Merci Dominique Loiseau. Merci. Un hommage, mais qui est également rendu dans les commentaires à votre établissement, qui est un ravissement. Donc voilà. Je voulais vous le dire. Alors, on va, dans un tout autre secteur, entendre maintenant Catherine Rambaud, qui, je crois, est cousine avec Philippe Rambaud, qui est ici. Donc, je voulais le préciser pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Vous donnez la parole. Vous avez été présidente des Chaussettes Olympia, une entreprise qui est tombée. Et vous allez nous le raconter aussi sur les juges. Et les juges qui, dans le cadre d'un plan de licenciement, ont requalifié une partie de ce plan de licenciement, obligeant l'entreprise à payer une somme très importante. Vous allez redonner les éléments chiffrés de l'histoire. Mais une histoire donc qui évidemment a fait tomber l'entreprise. Il y avait 1200 salariés à Remilly-sur-Seine en 86, j'ai regardé. Aujourd'hui, après la reprise par le nouveau groupe, on doit être à une centaine peut-être. En 70. 70, donc voilà l'histoire d'une entreprise qui est tombée et qui, effectivement, ne s'est pas complètement relevée, en tout cas pas de la façon dont on aurait pu l'espérer. Racontez-nous peut-être tout ça et tirant les expériences, comme on en parlait tout à l'heure, notamment sur la question du rôle du judiciaire. Il y a beaucoup de questions qui sont posées là-dessus dans les réactions. Au travers du cas Olympia, je voudrais aborder 2 questions plus précises. D'abord, la complexité de la législation du droit social et l'impossibilité aujourd'hui en France, effectivement, d'engager, en tout cas pour les PME qui sont souvent assez peu aidées ou qui ont assez peu de conseils, des licenciements économiques. D'abord, c'est très lourd, c'est très complexe, c'est très cher. Et puis, je voudrais parler du manque de formation des magistrats. Je sais que c'est peut-être pas très politiquement correct de dire ça, mais du manque de formation en économie qui fait qu'aujourd'hui, dès que vous êtes devant une juridiction du siège, vous avez beaucoup plus de chances de perdre
votre procès en matière de droit social que de le gagner. Les chiffres aujourd'hui, c'est 75% de salariés qui présentent une demande qui obtiennent gain de cause devant les juridictions. Le cas Olympia, puisque c'est un cas, c'est devenu un cas à l'université de droit. On parle de cette jurisprudence Olympia comme étant quelque chose d'absolument inouï. Et il faut dire que c'est vrai que c'est invraisemblable ce qui s'est passé à l'époque. En 2009, la Cour d'appel de Reims a condamné notre société à payer 2,5 millions d'euros à 47 salariés qui avaient fait l'objet d'un licenciement économique en 2005. Je n'étais pas la présidente encore de cette société, pour défaut de proposition de reclassement en Roumanie à 110 euros par mois. Il faut se souvenir qu'en 2005, le ministre du Travail, M. Borloo, avait édicté une circulaire qui indiquait qu'il ne fallait surtout pas que les chefs d'entreprise fassent de telles propositions. Il y a eu plusieurs scandales à l'époque et qu'il fallait éviter de faire des propositions qui étaient absolument, je dirais, iniques. C'est ce qui s'est passé, c'est ce que mon prédécesseur a fait comme choix avec ses conseils de l'époque. Mal lui en a pris, mal nous en a pris, puisque en définitive, l'entreprise a été condamnée sur ce principe à la suite d'un procès qui a été effectivement rappelé par la presse et qui nous a conduit à devoir en définitive déposer le bilan. Pourquoi déposer le bilan à la suite de cette décision ? C'est parce que nous nous sommes trouvés confrontés à la difficulté de ne pas pouvoir négocier un échelonnement paiement sur 2 ans avec l'avocat de ses salariés. Alors cet avocat des salariés, certains en ont entendu parler, certains ont peut-être eu affaire à ce type de Robin des Bois, puisqu'il a été qualifié par les médias de Robin des Bois des salariés. Il a effectivement refusé toute négociation, qu'elle soit faite à ma demande ou à la demande d'un conciliateur que nous avons fait désigner. Et en définitive, alors que nous avions obtenu la possibilité, grâce au Codéfi, de pouvoir financer notre endettement et de pouvoir continuer à, je dirais, poursuivre notre activité, pas déposer le bilan, puisque je savais que le dépôt de bilan engendrerait automatiquement une liquidation. Pourquoi ? Tout simplement parce que quand vous êtes dépendant de vos fournisseurs de matières premières étrangers, aucun ne comprend pourquoi, quand vous avez déposé le bilan, vous ne pouvez plus payer votre arriéré. Donc quand vous devez de l'argent à des fournisseurs de fils de coton turcs, à qui vous devez de l'argent, avec qui vous avez passé des moratoires, et que ces moratoires, vous n'avez pas pu les honorer puisque vous avez dû déposer, évidemment, la difficulté fait que vous n'êtes plus approvisionné, et n'étant plus approvisionné quand vous êtes un fabricant, vous ne fabriquez plus, et vous n'avez plus la possibilité de poursuivre votre activité. Donc c'était inéluctable, nous le savions. La société a été cédée à un concurrent, ce qui est classique. Et les projets que nous avions, qui étaient assez ambitieux, puisque nous étions partis dans différents domaines, dont notamment des domaines extrêmement innovants, puisque la seule façon de continuer à fabriquer en France, ne nous leurrons pas, c'est pas de faire du produit basique, mais de faire des produits innovants et de faire des produits luxueux. Nous avions réussi à pouvoir réindustrialiser notre site en France, où nous avions encore 280 personnes en France. Les choses n'ont pas pu se réaliser. Le résultat de cette situation, ça a été 200 licenciements en France, 400 fermetures de notre usine en Roumanie et 400 licenciements en Roumanie. Je dois dire que ce qui m'a beaucoup perturbée, parce qu'on ne sort pas d'une aventure comme celle-là alors qu'on est en train de, je dirais, de se redresser, on ne sort pas d'une aventure comme celle-là sans être quelque peu amer et se poser beaucoup de questions sur notre, je dirais, législation, sans se dire il y a sûrement des choses qu'il faut aujourd'hui améliorer. Donc je pense que cette perception que les magistrats ont des chefs d'entreprise et surtout de l'économie de marché est quelque chose qui est aujourd'hui absente. Il y a eu une étude qui a été demandée par l'Institut Montaigne et qui est sortie au mois de décembre 2012 par 2 économistes qui s'appellent Pierre Cahuc et Stéphane Carcillo, qui s'appelle, d'ailleurs le titre est invocateur, « Les juges et l'économie, une défiance française ». Il s'avère que dans cette étude, où c'est la première fois en France qu'on arrive à interviewer des magistrats, ce qui est très très rare, des magistrats du siège, il y a eu 300 magistrats qui ont répondu à ces questions, les auteurs de cette étude sont aperçus que 13% seulement des magistrats étaient favorables aux chefs d'entreprise, favorables, comprenaient l'économie de marché.
Donc comment voulez-vous qu'aujourd'hui les tribunaux puissent, avec une telle méconnaissance de l'économie, et d'ailleurs les auteurs de l'étude concluent qu'il faut absolument qu'il y ait des formations qui soient faites à l'économie, effectivement à ce qu'est la vie d'une entreprise et la vie d'un chef d'entreprise soit faite par les magistrats pour éviter effectivement qu'il y ait des décisions comme celle qui a été rendue contre Olympia. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il y avait eu une erreur, peut-être qu'il aurait fallu proposer. C'est possible, la loi depuis a changé, d'ailleurs, grâce ou à cause, on va dire plutôt à cause de ce type de décision. Mais en tout état de cause, pourquoi donner 4 ans de salaire aux salariés alors qu'ils ont obtenu toute leur indemnité et que des propositions de reclassement leur avaient été faites en France, dans des nouveaux métiers? Pourquoi leur donner autant d'argent qui automatiquement va impacter votre trésorerie, mais que vous n'avez d'ailleurs généralement plus, et surtout vous n'avez pas pouvoir être en mesure de payer? Pourquoi donner autant alors qu'il s'agit d'une question de principe? Donc ça veut bien dire que les magistrats qui ont rendu cette décision n'avaient aucune connaissance de ce qui pouvait se passer dans nos métiers, dans le textile, dans les difficultés que peuvent avoir les entreprises à maintenir l'emploi. Parce qu'on ne va pas nous expliquer qu'un chef d'entreprise, c'est de gaieté de cœur qui fait des licenciements. Ça, c'est pas du tout la réalité. Je veux dire, il y a une souffrance pour un chef d'entreprise à licencier. On vit très très mal le fait de se séparer de personnel qualifié, de gens qui ont une technique. Je veux dire, c'est quelque chose qui est une grande violence. C'est une grande violence pour les salariés, mais c'est une grande violence pour le chef d'entreprise. Et je voudrais ajouter une chose. Je pense que les chefs d'entreprise ne jouent pas suffisamment collectif. Moi, j'ai été extrêmement surprise de voir comment les syndicats salariés sont intervenus immédiatement aux côtés des salariés de l'entreprise. J'ai vu venir à Romilly, un soir d'octobre, très tard, le numéro 3 de la CGT qui m'a demandé à me rencontrer pour m'expliquer que jamais, au grand jamais, il ne laisserait dire que si la société Olympia a été déposée de bilan, c'était la faute de cette condamnation. Et il m'a dit, on dira que vous êtes responsable de cette situation. Et ce qui s'est passé, c'est que la campagne de presse qui a été faite par la suite a développé l'idée qu'effectivement, il y avait eu des erreurs stratégiques, que la société avait perdu sûrement beaucoup d'argent. Je dirais heureusement, pour moi, pour le chef d'entreprise que j'étais, heureusement que KPMG, à la demande du Codefi, avait fait un audit de la situation stratégique et des choix stratégiques que j'avais engagés dès 2006 et que cet audit était extrêmement positif. Je dirais que c'est quelque part ce qui m'a permis de ne pas être inquiétée en plus, parce qu'il faut savoir aussi qu'il y a un volet de la faillite dont on ne parle pas, qui est le fait que certains dirigeants sont poursuivis à titre personnel, tout simplement parce qu'ils n'ont pas déposé le bilan de leur entreprise dans les 15 jours. C'est, je dois dire, quelque chose qui est quasiment impossible à faire, surtout quand on a du personnel et qu'on connaît les conséquences d'un dépôt de bilan. Donc je pense qu'il y a énormément de choses aujourd'hui sur lesquelles il faudrait que nos politiques se penchent. La première est qu'il faudrait construire des programmes d'enseignement de l'économie aux magistrats. Il est assez intéressant de savoir qu'à l'ENM, il n'y a quasiment pas de cours d'économie. Vous n'avez pas de stage en entreprise imposé. Il y a 2 choses qu'il faudrait faire pour les magistrats, c'est faire un stage en prison et faire un stage en entreprise. Et puis, il faudrait également que la profession, les syndicats patronaux interviennent dans les moments de crise comme ceux que j'ai effectivement traversés, qu'il y ait des cellules, des gens qui soient formés, qui aient vécu ce type d'expérience, qui viennent apporter leur expérience à celui qui se trouve confronté à la difficulté de ce dépôt de bilan, puisqu'il faut savoir aussi que la loi sur la faillite est extrêmement complexe également, à la rencontre qu'il aura avec les magistrats, à son rapport à l'administrateur judiciaire, qui est aussi un vaste débat,
Et je pense qu'il faudrait effectivement qu'on travaille le collectif pour qu'il y ait une assistance, au même titre que les salariés sont assistés par leur syndicat quand ils vont être licenciés, qu'il y ait le même type de déploiement qui se fasse de la profession et qu'il y ait une sorte de solidarité qui se mette en place pour que ce type de situation, on ne la revoit plus. Voilà. Merci beaucoup Catherine Rambaud. Juste, je ne résiste pas à l'occasion de demander à Fleur Pellerin, qui vient de demander la création d'une école de l'entrepreneuriat, si les juges ou les magistrats pourraient y être invités. Pas le premier public ciblé, hein. L'idée c'était vraiment de proposer des conseils, mais très très pratiques, parce que c'est vrai que l'idée m'est venue en discutant avec des très jeunes créateurs d'entreprises qui avaient fait des écoles de commerce parmi les plus prestigieuses de ce pays, à proximité d'ici, et qui disaient en fait on a eu plein de cours de stratégie, de GRH, de contrôle de gestion, etc. Et puis le jour où j'ai créé mon entreprise et où j'ai dû faire appel à un prestataire de services pour créer, je ne sais plus, c'était un site internet, où j'ai pas du tout su comment négocier mon contrat de prestation de service, j'ai pas su comparer les prix, et en fait c'était une ressource finalement qui n'était pas donnée évidemment en cours, mais qui par l'échange de bonnes pratiques ou la discussion, la mise en réseau pouvait être faire l'objet de tutoriels avec l'économie numérique. On peut faire aujourd'hui des choses en ligne, il y a des vidéos très simples, mais en fait, il y a beaucoup de gens qui disaient « j'ai manqué de conseils au moment où j'ai créé mon entreprise, ces conseils m'auraient permis d'économiser du temps et de l'argent ». Et ce n'est pas forcément quelque chose qu'on peut apprendre à l'université, parce que parfois on n'a pas le baccalauréat, ou on n'a pas envie, ou l'âge, ou le temps de retourner faire des études. Et donc voilà, l'idée c'est de créer une espèce de plateforme dématérialisée où on pourra échanger des bonnes pratiques. C'est un peu... c'est simple hein, comme idée, mais je vais lancer d'ailleurs un site participatif pour que tout le monde, parce qu'il y a déjà des initiatives évidemment qui sont prises par les chambres de commerce, par des réseaux d'accompagnement. Donc l'idée c'est de s'inspirer un peu de toutes les bonnes pratiques et puis d'utiliser l'outil numérique pour faire en sorte que tout le monde puisse en bénéficier, quel que soit son âge, qu'il ait un diplôme ou pas, quel que soit son stade d'avancement dans la création d'entreprise. Voilà, donc c'est un peu l'idée. Mais les juges pourraient très bien aller effectivement y prendre des idées. Oui. Ce n'est pas directement de votre responsabilité, mais quand vous entendez ces deux expériences, mais notamment ce qui a été dit par Catherine Rambaud sur la formation des juges, quand on voit que l'accord national interprofessionnel cherche à contourner finalement ce problème en disant, en recréant une forme d'autorisation administrative de licenciement pour aller vite, enfin en faisant réintervenir l'administration pour contourner les défaillances de la justice commerciale, vous qui êtes quand même ministre des PME, vous avez l'impression qu'il y a quand même un vrai sujet. Il y a un sujet, je ne sais pas si je crois que c'est Arnaud Montebourg parle cet après-midi. En tant qu'ancien avocat, il a, lui, à cœur de travailler avec Christiane Taubira pour moderniser la justice commerciale hein, et la justice consulaire aussi. Et donc, ah, c'est une annonce. Non, c'est une piste de travail. C'est vrai qu'il y a sans doute des progrès à faire. Et nous, moi, j'ai souvent affaire à des chefs d'entreprise qui m'expliquent les difficultés qu'ils ont eues dans la gestion d'une liquidation ou d'un redressement judiciaire. Et je pense qu'il y a sans doute des progrès à faire pour améliorer, c'est juste pour que des situations comme celle qui a été décrite à l'instant ne puissent pas se produire. Et je pense qu'il y a vraiment encore beaucoup de choses à faire. Alors après, dans la justice financière, hein, vraisemblablement, et là ça vaut pour les juges, mais je pense qu'il ne faut pas stigmatiser non plus une profession. Hein. Je pense que ce sont des gens qui sont dévoués, qui font bien leur travail et qui effectivement pourraient... je ne comprends pas l'idée de stigmatiser un ensemble de gens. Oui, il y a toujours des améliorations à apporter, de la même façon qu'un chef d'entreprise aurait pu bénéficier d'une meilleure formation au contrôle de gestion, etc. Je pense que tout le monde peut toujours s'améliorer. Ce n'est pas une raison pour pointer du doigt des gens d'une catégorie en disant... en voulant les clouer au pilori. Non, mais je sens des réactions qui sont assez peu agréables. Mais je pense que oui, c'est important qu'à l'ENM, mais de la même façon
façon que dans d'autres formations, à l'université, ailleurs, on puisse... moi, je suis une grande défenseur de la promotion de la culture économique dans notre pays. Je pense que c'est quelque chose qui fait défaut quand je vois que dans d'autres pays, on incite maintenant les enfants de l'école primaire alors là, je prêche pour ma paroisse, mais à coder ou à apprendre à programmer, à avoir, aux États-Unis, c'est le cas, j'ai été avec l'agence de développement économique de la ville de New York qui m'expliquait comment ils rénovaient leur pédagogie pour, dès l'école primaire, donner un minimum de culture économique avec des notions de base, une entreprise, un bilan, qu'est-ce que c'est, à des enfants de 7-8 ans. Moi, je suis favorable à ces évolutions. J'y travaille avec Vincent Payon et avec Geneviève Fioraso, donc je pense que c'est aussi toute la société qui doit être un petit peu acculturée à l'économie. Je pense que ça serait quelque chose de positif. Merci. Il y a une réaction qui est souhaitée par Thibault Langsade, mais très rapide parce que je voudrais qu'on avance. La réaction est très rapide. On parle des juges, mais ceci étant, il y a toute l'administration qui se comporte de façon souvent hostile vis-à-vis des entrepreneurs et des chefs d'entreprise. Et je pense que Madame la Ministre, sur ce sujet-là, la préoccupation de la rentrée, elle est véritablement là. On parlait tout à l'heure de tous les qualificatifs tendus, pigeons plumés. La revendication qui monte aujourd'hui, elle est véritablement sur les contrôles que l'administration exerce sur notre entreprise. Et elles le font de façon extrêmement agressive quand elles nous voient. La faute est souvent celle de l'entreprise et rarement celle de l'administration. Et il faut trouver des trésors d'imagination pour leur montrer qu'ils ont tort. Et là, il va falloir faire changer les mentalités. C'est un engagement du président de la République. C'est vrai qu'il a, si ça ne se passe pas comme ça sur le terrain, ça ne correspond pas du tout aux orientations qui ont été données par le gouvernement. Le président de la République a émis à plusieurs reprises le souhait que les contrôles administratifs, et en particulier les contrôles fiscaux, soient moins tatillons vis-à-vis en particulier des PME, parce que les PME sont plus particulièrement évidemment pénalisées, elles n'ont pas beaucoup de temps à consacrer à cela. Et donc ces informations que vous nous faites remonter, on va les vérifier et on fera en sorte que les circulaires ou les instructions que nous donnons allègent le poids de ce type de contrôle sur nos PME. Merci. Sylvain Forestier a été très patient, parce que tout le monde a pu s'exprimer, mais pas lui. C'est notre troisième exemple d'entrepreneur. On a entendu deux femmes de Poigne qui ont montré comment elles avaient vécu une expérience difficile, tomber, se relever. Tomber, se relever pour Sylvain Forestier, vous êtes ancien président de Croissance Plus, vous êtes aujourd'hui président de la Maison Bleue, qui sont des crèches, un groupe qui se développe très vite, mais vous avez connu, vous allez nous le raconter, une faillite, enfin une défaillance, puisque l'entreprise a été, je crois, reprise. C'était Groupe D Interactive en 2001. Et qu'est-ce qui vous a finalement permis, c'est peut-être ce côté plus positif peut-être sur lequel on peut insister, il y a beaucoup d'ailleurs de réactions là-dessus, de dire qu'est-ce qui fait que le chef d'entreprise repart au combat, à la bataille, c'est dans son ADN ? Oui, alors effectivement, en 2001, je dirigeais D Interactive, qui était une entreprise que j'avais créée, qui était dans le CRM, c'est-à-dire que nous gérions des bases de données, des call centers reliés à des bases de données et du data mining. C'était une société cotée qui faisait à peu près 75 millions d'euros de chiffre d'affaires. Alors j'avais trop écouté les banquiers d'affaires, c'est-à-dire qu'à l'époque, on ne regardait pas tellement le résultat, mais beaucoup la croissance externe. Donc j'avais fait énormément de croissance externe. J'avais dû racheter avec l'argent levé en bourse une douzaine de sociétés. J'avais une filiale à Stockholm, une à Madrid, une à Barcelone, etc. Et on s'est retrouvé au moment du crack Internet avec un bilan, une exploitation qui était correcte, mais avec un bilan qui n'avait pas une bonne mine. Et quand j'ai été voir les banques en leur disant « j'ai fait ce que vous m'avez dit, maintenant il faudrait qu'on fasse une levée de fonds », ils m'ont dit que c'était plus possible. Et étant coté, on ne pouvait pas faire appel à l'argent privé, donc on est obligé de déposer. Alors, la société étant saine, elle a été reprise par d'autres sociétés, notamment pas mal par le groupe Bertelsmann. Mais c'est vrai qu'à titre personnel, pour moi, c'était une période très dure. Il y a d'autres chefs d'entreprise qui ont parlé de leurs difficultés, mais c'est vrai que moi, j'ai vécu ce qu'était un dépôt de bilan avec les tensions qu'il peut y avoir dans l'entreprise face à des plans de reprise concurrents, des tensions sociales. J'avais eu le malheur de donner ma caution. Donc non seulement j'ai eu des difficultés puisque j'ai dû rembourser les banques et les banques m'ont fait absolument aucun cadeau. J'étais aux affaires spéciales et j'ai dû tout rembourser puisque j'avais donné ma caution personnelle. Mais de plus, j'ai effectivement été poursuivi pendant 3 ans dans lequel j'avais une menace de
complément de passif important parce qu'il y avait un passif quand même de plusieurs dizaines de millions d'euros. J'ai réussi à m'en sortir, mais là aussi en payant, il a fallu qu'en sus de la caution, je verse une somme qui n'était pas négligeable, de plusieurs centaines de milliers d'euros, pour pouvoir sortir de la procédure à titre amiable, si on peut dire, négocié, et pas me retrouver pendant des années et des années avec ce boulet au pied. Total, je me suis effectivement retrouvé à devoir vendre ma maison. Ce qui a été très dur parce que quand vous devez dire à votre fils de 10 ans qu'on vend la maison parce qu'on doit payer les dettes, je peux vous dire que c'est pas facile. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vécu. Alors, je vais pas non plus faire pleurer parce que j'ai eu la chance de pouvoir rebondir. J'ai été pendant 2 ans dirigeant salarié de la société que j'avais créée au sein du groupe Bertelsmann. Ça n'a pas été facile, mais n'ayant pas d'assurance, c'est notamment ce qui m'a permis, lorsque j'ai recréé une société, de pouvoir fonctionner avec le système du chômage. Faut quand même le dire, c'est ça qui m'a permis, sans me payer, de redémarrer la société. J'ai eu la chance aussi d'avoir pas mal de chefs d'entreprise amis que j'avais connus, notamment du temps de Croissance Plus, qui m'ont fait confiance et qui m'ont permis de financer ma nouvelle société. Et ça, je les remercie beaucoup. Et je remercie en particulier Denis Père, ex-président de Croissance Plus, qui m'a beaucoup aidé. Donc j'ai recréé une société, la société La Maison Bleue, qui est spécialisée dans la gestion et la mise en place de crèches pour le compte d'entreprise et le compte de collectivité. Donc nous créons des crèches et nous proposons des places aux salariés des entreprises et aux mairies. Alors, cette société, aujourd'hui, l'an prochain, on va faire 80 millions d'euros de chiffre d'affaires. Elle emploie 1300 personnes. Donc, c'est quelque chose que j'ai recréé de zéro, puisqu'il y a 8 ans, c'était une feuille de papier et un crayon. Et ce qui m'a permis de redémarrer, c'est d'abord que je n'avais pas le choix, parce que personne ne m'a appelé pour diriger Air France. J'aurais été peut-être ravi de le faire, mais je n'ai pas eu de proposition. Et quand vous avez un échec, effectivement, moi, je voyais dans les yeux de mes interlocuteurs que j'étais un peu passé dans la case à échouer et il faut passer à autre chose. Mais passer à autre chose quand vous ne pouvez pas ou difficilement retrouver de travail salarié, et puis il faut bien dire que j'ai toujours créé et géré des entreprises et que je ne me voyais pas, au-delà du fait qu'on ne me faisait pas de proposition, je ne me voyais pas devenir salarié, il a fallu que je recrée quelque chose. Donc j'ai cherché effectivement des possibilités. J'ai trouvé l'idée de pouvoir créer une société dans un secteur qui passait au privé, qui est celui de la garde des enfants, et je suis parti dans cette direction. J'ai des amis qui m'ont permis de me financer, j'ai beaucoup travaillé, je ne me suis pas payé pendant un certain nombre d'années, et maintenant bien sûr la Maison Bleue fonctionne, fait partie des leaders du secteur et crée beaucoup d'emplois. Alors, maintenant, à travers cette expérience, il faut toujours voir le côté positif, puisque j'ai vraiment vécu le dépôt de bilan dans tout ce que ça pouvait avoir de conflictuel, de difficile, de pénible avec l'administration, un certain nombre de bâtons dans les roues et la difficulté de redémarrer, parce qu'effectivement, moi aussi, j'ai été fiché 0,40, puisqu'à l'époque, ça existait, bien sûr, et ça, c'était très difficile. J'ai dû redonner, heureusement, une toute petite caution, et elle est remboursée depuis, parce que sinon, j'aurais pas pu créer ma première crèche, et c'est vrai que les banques, à l'origine, me faisaient très difficilement confiance. Mais qu'est-ce que j'ai appris ? J'ai appris qu'il fallait d'abord beaucoup surveiller son niveau de cash et son niveau de dette, ce que je ne faisais pas peut-être avant assez. Il fallait se méfier de la croissance externe, il ne fallait pas écouter les banques d'affaires. Il fallait bien capitaliser la société, c'est-à-dire que ma nouvelle société, c'est vrai que j'ai peut-être... au prix de la dilution, il faut bien le dire, mais j'ai toujours pris un pied de pilote en capitalisant la société à temps, en faisant des tours de table, en relevant des fonds, pour toujours avoir de quoi assurer le développement et pas me retrouver sans sécurité dans le cas où il y avait un retournement. Ça m'a aidé aussi à prendre du recul. Je crois qu'il faut savoir prendre du recul, et le fait d'avoir eu cet échec, ça m'a permis bien sûr de regarder les choses différemment et d'avoir un peu de sagesse. Et puis je terminerai en disant que aussi, et ça c'est important, il y a un environnement familial et un environnement amical qui sont importants dans ce genre d'aventure. Vous avez beaucoup de gens qui vous tournent le dos. Moi, c'est vrai que en 2001, j'étais quelqu'un qui était assez médiatisé, assez mis en avant. J'avais beaucoup d'amis. À partir du moment où j'ai déposé le bilan, j'en ai eu beaucoup moins, mais j'en ai eu. De nouveau, j'en ai beaucoup plus. C'est quand même curieux. Il y a des banques qui m'avaient mis aux affaires spéciales et qui ont insisté pour retravailler avec moi. C'est curieux, mais c'est quelque chose qu'on voit. Et le fait d'avoir un vrai
vrai noyau amical sur lequel on peut compter et qui m'a suivi et je les remercie. Et surtout le fait d'avoir une famille qui vous entoure et qui est là, parce que c'est un moment qui est difficile pour le chef d'entreprise, mais au niveau de sa vie privée, c'est aussi un facteur clé de réussite et à qui je crois d'avoir pu rebondir et d'avoir pu de nouveau recréer des emplois. Voilà, merci. Merci. Philippe Rambaud, je ne sais pas si vous avez la réponse, mais la question a été posée. Est-ce que vous avez dans les statistiques combien de chefs d'entreprise dans les 60 000 qui font faillite chaque année recréent une entreprise, repartent? J'ai pas de statistiques. Il y a deux chiffres qui me frappent beaucoup. On en a cité quelques-uns ce matin. Il n'y a que 18% des entreprises qui atteignent l'âge de 8 ans. Alors je ne sais pas si cette statistique est vraie, je l'ai lu dans la presse économique. Si c'est juste, effectivement, ça veut dire que, enfin, quand je dis que l'échec est une option à probabilité élevée, c'est, je crois, la vérité. On dit également qu'en général, 2/3 des entrepreneurs qui ont déposé le bilan, fait faillite, en fait, repartent dans l'entrepreneuriat. Mais certains le font à toute petite échelle, parce qu'en général, ils n'ont plus accès aux capitaux. D'autres le font à plus grande échelle. Puis d'autres aussi le font parce que le monde du salariat leur est fermé. Or, quand il faut regagner sa vie le lendemain matin, on n'a pas toujours le temps de monter une entreprise et de la laisser produire des résultats. Il faut quelquefois prendre un job salarié. Il n'y en a pas beaucoup. Je n'ai pas encore vu beaucoup d'entreprises me dire « je suis très intéressé par un profil d'entrepreneur post-faillite ». Et pourtant, tout le monde instinctivement sait que c'est à travers les grosses épreuves qu'on a le plus appris. Mais on a encore des paradoxes à lever. Fleur Pellerin, vous avez fait un voyage il n'y a pas très longtemps, enfin sans doute pas le premier, mais le dernier, dans la Silicon Valley. On parlait tout à l'heure des conférences d'échecs, du fait que là-bas, tomber, finalement, c'est presque normal, c'est presque recommandé. Enfin, j'exagère un peu, mais disons que les gens qui ont vécu et qui ont créé plusieurs entreprises, quelque part, peuvent presque avoir une prime auprès des fonds d'investissement. Est-ce que vous avez l'impression qu'en France, on parle beaucoup de ça dans l'économie numérique, en tout cas, où c'est vrai que c'est très volatile, les gens peuvent avoir une idée, puis ça marche pas. Est-ce que cette culture-là peut finalement arriver en France, malgré tous les obstacles divers et variés, culturels, sociaux, dans l'organisation des institutions qui le brident? Je pense qu'elle doit venir en France. Hein. C'est vrai qu'il y a une grosse différence culturelle là-dessus. Ce n'est pas le seul paramètre qui explique le succès de la Silicon Valley, bien évidemment. Hein. Il y a toute une logique d'écosystème, de présence sur un tout petit territoire, enfin, assez limité de capitaux risqueurs, de gros fonds d'investissement, d'entrepreneurs qui ont réussi, qui vont à leur tour investir dans des entreprises en devenir et mentoriser les créateurs d'entreprises. Donc il y a toute une alchimie qui fait que ça fonctionne. Mais c'est vrai qu'un des ingrédients de ce succès, je pense que c'est cette capacité à intégrer l'échec dans le cadre d'un parcours normal d'entrepreneur. Et je pense que, comme toute modification un peu culturelle, ça va prendre du temps. Mais je crois qu'il faut qu'on y travaille et qu'on y travaille, encore une fois, dès le plus jeune âge. Je crois que c'est quelque chose qui doit s'acquérir dès l'école et qu'il faut repenser aussi peut-être un peu nos méthodes pédagogiques pour davantage créer de la confiance chez les jeunes, pour limiter la peur de l'échec et encourager à la prise de risque. Alors après, évidemment, on ne va pas faire de tous les jeunes des créateurs d'entreprise. Il faut être sensibilisé aussi aux risques qu'on prend et ne pas laisser croire que tout le monde a peut-être une personnalité d'entrepreneur. Je pense que ce n'est pas le cas. Mais en tout cas, faire en sorte que tous ceux qui en ont le potentiel, l'envie, ne s'auto-censurent pas et n'aient pas peur pour de mauvaises raisons. Thibault Langsad, on arrive à la conclusion. Vous êtes membre du conseil exécutif du BEDEF, vous êtes en charge de l'entrepreneuriat des PME. Il a plutôt été dit que ça ne se passait pas si mal finalement, en tout cas avec Fleur Pellerin, du point de vue des assises de l'entrepreneuriat, qu'il y avait un vrai dialogue, une écoute. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, mais si vous avez d'autres mesures, parce que nouvelle équipe est au MEDEF, si vous avez une assise de l'entrepreneuriat 2 ou bis à lancer, est-ce que vous avez quelques demandes? C'est le moment de les faire. D'abord, sur les assises de l'entrepreneuriat, il y a un certain nombre de mesures qui ont été travaillées. Le président de la République en a retenu certaines. Il y en a beaucoup d'autres en réserve. Donc, il faut probablement maintenant aller plus loin, reprendre ces mesures. Donc, là, je pense qu'il y a des chantiers pour les années à venir qui vont s'ouvrir. Moi, je vais quand même revenir, puisque c'est la phase de conclusion, sur un peu mon introduction, sur le fait que je vous interpellais sur une question qui finalement
finalement n'est peut-être pas de votre ressort, et peut-être du ressort de Michel Sapin et probablement du Premier ministre. Je pense que si vous voulez que les entrepreneurs évitent de tomber ou puissent se relever, je vous en supplie, prenez en compte la pénibilité du chef d'entreprise. Parce que comme le dit Pierre Gattaz, les entrepreneurs sont les héros des temps modernes. Et bien sûr, ces mots, donc c'est la résilience finalement qui nous rejoindra tous, que ce soit pour les États, pour ceux qui sont en charge parfois d'États qui connaissent des difficultés. On souhaite bonne chance à la Grèce et à l'Argentine. Et pour les entreprises, voilà, la séance est levée. De ce que j'ai vu, je termine sur un mot, des commentaires qui sont faits, la séance sur l'enfer fiscal, c'est maintenant, va être particulièrement animée.